Mitchell has his head up, takes the Levert feet. Oh my! Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode hors série. Vous en avez pris l'habitude, on aime inviter des gens du monde du basket pour vous faire découvrir des pans inexploités de notre cher sport. La dernière fois, nous étions avec Dominique Gentil pour vous parler du 3-3 et cette fois-ci, on va vous parler de l'e-sport avec NBA 2K. Vous connaissez probablement la licence de Tech2 qui permet aux fans de basket de s'affronter chaque année dans des duels à minima excitants. Eh bien, il existe aussi une scène e-sport assez développée dont on voulait vous parler. Et pour vous accompagner aujourd'hui, on est avec Quentin. Comment ça va, Quentin? Eh ben écoute, salut, ça va très très bien. Reprise des podcasts, pour moi ça fait longtemps que je suis pas venu, donc ça fait plaisir. En plus, Touquet, on en fait un peu. On a fait un peu des lives là durant l'été là pour pouvoir faire des rebuilds sur le MyGem là. Ah ouais, c'est quelle équipe? C'est Denver qu'on a fait récemment, on est passé pas loin du titre. Donc, Ouais, et New York aussi. New York, tu sais que je l'ai encore là, moi, New ah York. ouais, New York on était pas loin aussi. Hein. On était vraiment pas Toujours loin. pas loin. Exactement, toujours pas loin, mais jamais gagnant. Et pour le coup, on va être avec quelqu'un qui a gagné beaucoup de choses parce qu'on va parler de Touquet avec un invité. Et alors là, pour le coup, le palmarès, il est encore plus long que mon bras. Vous l'avez compris, on a un invité de marque. C'est Yacine Djemel qui est joueur de l'équipe de France. Ancien joueur Touquet League aussi. Salut Yacine. Salut, bon, vous allez bien? Bah écoute, ça va, on est super content de pouvoir t'accueillir pour pouvoir parler de ce sujet-là. On va revenir un peu évidemment sur ton parcours rapidement, mais l'idée c'était surtout qu'on puisse parler des clés de gameplay de 2K pour que les gens puissent comprendre en fait ce qui se passe dans un match de 2K, qu'ils puissent aussi comparer un petit peu, ça va être notre œil aussi, la comparaison avec la vraie NBA, parce qu'il y a quand même en réalité pas mal de points communs, moi je trouve, notamment dans les défenses entre 2K et la NBA, et en fait les clés de lecture sont un peu les mêmes. Et aussi revenir sur ce qui est être un joueur e-sport, parce que là, pour le coup, toi, tu es un sacré joueur e-sport. Tu as, je pense, le plus gros palmarès français et un des plus gros palmarès européens. Alors bon, déjà, je vous remercie pour l'invitation, ça fait plaisir. Et je vais commencer par une chose, c'est que j'ai fait quelques interviews et à chaque fois je précise, je suis un joueur tout qui est e-sport, mais je connais pas trop le basket. Je préfère mettre ça dans le On est là directement. pour ça, nous. On est là pour ça. Alors, ouais, palmarès, comme tu l'as dit, c'est pas mal, je suis assez fier de ça. Moi, ça fait 3 4 années que je joue. J'ai commencé sur, le 20, vraiment fin d'année. Et pour être honnête, j'ai commencé à jouer grâce à la paix qui avait mis le jeu gratuit, sur, le 2016 et depuis, bah, depuis le 20, je continue à jouer compétitivement et franchement la scène, Touquier commence à s'agrandir de plus en plus, notamment la communauté, française qui est vraiment importante et ça fait plaisir. Le jeu est bien et pour les fans de basket, bah, je pense qu'ils sont servis avec NBA Touquet, hein. Tu te souviens du moment où tu as voulu faire de Touquet un peu plus qu'un simple passe-temps? Parce que tu dis tu as commencé sur Touquet 20. À quel moment tu t'es dit, allez, je vais faire un peu plus que ça? Ah, en fait, pour retracer ça, quand j'ai commencé sur Touquet 20 vers la fin, j'avais joué, un peu en mode chill avec des amis et cetera et moi, je suis quelqu'un qui prend les jeux très au sérieux même si, il y a pas lieu d'être. Mais donc du coup, quand j'ai joué à NBA Touquet et que je commençais à trouver que, voilà, je commençais à avoir un certain niveau, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas me tenter, avec l'aspect compétitif du jeu». Donc j'ai commencé sérieusement sur le 21 et j'ai intégré une équipe, compétitive. Du coup, c'est du 5S et ça s'appelle le mode de jeu Pro-M en fait. C'est du 5v5 et on joue avec, un joueur qu'on joue enfin personnel et moi j'avais le poste, de lock, donc le poste 3. Alors j'ai commencé sur le 21 sur une équipe, enfin avec une équipe c'était, Supremacy, une ancienne structure, française n'est plus là. J'ai enchaîné avec la structure française Atlantid Wave et c'est sur le 21 que la première équipe de France a été créée, pour la FIBA. J'y ai fait partie, mais j'étais sur, le banc des remplaçants et on a perdu en quart de finale, si je me souviens bien, ou en demi, je sais plus exactement. Je Donc crois là, que la c'était en quart de première, mémoire. c'est en C'était en quart, ouais, quart. en quart contre Ouais, l'Allemagne, je crois, ouais, c'est contre ça. l'Allemagne, ouais. Donc c'était la première compétition internationale avec, l'équipe de France et c'est là qu'on a commencé à comprendre que, la compétition commençait à être très sérieuse, hein, au niveau du jeu de NBA 2K parce que quand ça commence à mettre les nations en jeu, ça devient tout de suite plus important. L'aspect compétitif sur 2K, c'est pas mal. Je le conseille aux nouveaux joueurs parce qu'en fait, on dit que c'est une grosse communauté, mais pas vraiment, parce que pour rentrer dans le vif de la compétition, je trouve ça assez facile. Moi qui étais un ancien joueur FIFA, pas professionnel, mais je jouais quand même, ça faisait des années que je jouais à FIFA, j'ai pu intégrer assez rapidement la scène tout qui est compétitive.
Donc après, avec les années qui suivent, on a continué et c'est sur le 22 que nous, on s'est un peu révélés, avec mon équipe et moi, qui était l'équipe de Lyon, LDSCOL, où on a à peu près, raflé, toutes les compétitions, que ce soit européennes ou françaises et après le 22. On peut dire c'est LDLCOL, c'est peut-être le plus gros projet qu'il y a eu sur la scène Touquet, que ça soit en termes de moyens, en termes d'accompagnement, c'était peut-être le plus gros projet qu'il y a eu en Europe, quoi. Ouais, c'est vrai que je devrais quand même, notifier certaines choses, notamment au niveau des, contrats. Alors nous, les joueurs, on n'est pas considérés comme des joueurs pros, que c'est pas vraiment, l'intitulé, mais les joueurs compétitifs, en tout cas certains étaient payés, et sont encore payés, bon pas la majorité, mais avec des contrats, par mois, par les structures. Donc, LDSOL comme, l'a dit, Benjamin, c'était l'une des plus grosses structures qu'on a vues sur la scène, hein. Et les salaires étaient pas loin de 500 € par mois. Pour une petite scène comme, NBA 2K comparé à d'autres gros jeux, c'était super intéressant et on a vraiment perdu, pas mal de choses quand LDLC ont quitté la scène NBA 2K et la scène compétitive tout court, je crois, sur la scène e-sport, Ouais, ils ont tout sur le arrêté, ouais. 23. Ouais, ils ont tout arrêté Mmh. et là, ça a commencé à être un peu sur une pente descendante, donc là, c'est l'année dernière, l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, sur le 2023, le jeu NBA 2K 2023, où là, le jeu a perdu un peu de valeur parce que les structures commençaient à quitter la scène, mais l'aspect compétitif était toujours là parce que les joueurs, sont toujours fervents de compétition malgré les structures, hein. C'est pas ça qui va dicter la compétition et c'est sur le 23 qu'il y a eu, la deuxième équipe de France pour la FIBA et cette fois-ci, j'étais dans l'équipe, titulaire à mon poste, bloc et cette compétition-là qui était vraiment bien parce que c'était l'une des premières compétitions où suivi derrière avec une combine, la deuxième combine, pour la sélection et Alors, cetera, juste pour que les gens puissent comprendre, en fait, le mode de sélection de l'équipe de France, ça passait par une combine. Donc, en fait, en gros, les 20 meilleurs joueurs français étaient réunis, s'affrontaient les uns contre les autres, et c'était une partie importante du processus de sélection des joueurs de l'équipe de France. Et à la fin, je crois qu'il y avait 7 joueurs de mémoire qui étaient c'est ça. pris pour pouvoir représenter l'équipe de France. C'est ça, 7 joueurs avec 2 remplaçants et un 5 titulaire avec un coach. Donc là, c'était pareil sur le Touquet 23 et cette fois-ci, on a perdu en finale contre, la Turquie, qui est considérée comme, la meilleure équipe d'Europe, à l'heure actuelle en tout cas. Enfin à l'heure actuelle, surtout à l'année À ce moment-là, 2023. ouais. Voilà. Là, on avance encore dans les années, on atteint, 2024 qui est là ma meilleure année, sur le jeu, donc j'aurai un peu plus de détails à ce niveau-là. L'année 2024, je crée une équipe avec la structure, de BSK qui est une équipe de Besançon. En fait, là, je forme, directement mon roster, j'ai des liens avec, le gérant de la structure qui m'a laissé les clés un peu pour tout faire, ce que je voulais. Donc là, j'ai créé une équipe avec des joueurs européens, donc il y avait 3 Français et 2 Européens et avec cette équipe-là, on a gagné à peu près, je crois que toutes les compétitions à part une sur cette année, en tout cas au moment où on avait joué et là, on a vraiment été, genre, sur le toit de la scène, à ce niveau-là et c'est là que, il y a eu la troisième FIBA, mais la vraie e-FIBA, ils appellent ça maintenant, parce que c'est la FIBA électronique ou je sais plus, e-sport plutôt et Mais en en fait, gros, c'est désormais, juste pour expliquer, désormais, la FIBA s'est investie sur le jeu NBA 2K et ce qui a structuré la scène, notamment par une grosse compétition internationale, la eFIBA World Cup, dont tu vas parler à l'instant, et qui a notamment pour particularité d'intégrer maintenant les États-Unis, ce qui n'était pas le cas avant. c'était pas le cas avant, c'est ça. C'est qu'en fait maintenant, enfin si, avant il y avait les États-Unis, mais c'est Mais juste oui, que ouais. mais c'était avec, les nations, tu vois? Il y avait le côté Europe, le côté, Amérique, donc du coup, les équipes ne se jouaient pas. Il y avait un champion d'Europe, un champion d'Amérique et cetera et en fait, ce qui manquait à la scène, c'était que maintenant, l'Europe affrontait l'Amérique, par exemple. Parce que Il les y avait des, 2. il y avait des tournois continentaux, mais il n'y avait pas de Coupe du Monde, en fait, à C'est proprement ça. parler. Donc, Ouais. et c'est ce qui manquait à la scène puisque maintenant les continents ont pu se jauger et voir à peu près le niveau, différencié parce qu'il y a toujours eu sur, tout qui est l'aspect, les États-Unis sont meilleurs que tout le reste. Donc, on a pu tester ça cette année-là. Donc la FIBA, la structure, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous en Europe, on a eu des qualifications avec, l'équipe de France contre les équipes d'Europe et on avait je crois 17 ou 16 équipes Europe, dans le tournoi européennes, pardon.
Et donc ces équipes-là, il y avait des, qualifications à faire et il y avait seulement 2 équipes qui allaient sélectionner pour aller en Suède pour faire la finale, de la coupe du monde, tout simplement. Donc nous, on a bien entamé les qualifications, on a fait des très bons résultats. On arrive en finale contre la Turquie, tout le temps. De toute façon, c'est souvent, la Turquie qui est en finale, contre nous, ça fait la deuxième année consécutive. On affronte la Turquie et on perd. En On demi, perd. en demi du coup, sur l'année de Non, la non, Coupe du Monde. non, c'est en finale. C'est en Ok, finale des pardon. qualifications, européennes Oui. parce qu'il y avait 2 qualifiés, donc c'était les 2 finalistes qui allaient en Suède. Donc on avait battu en demi-finale l'Espagne, la Turquie avait battu le Portugal. On est arrivé en finale en étant qualifié. L'enjeu était moins conséquent parce qu'on était déjà qualifié en Suède, mais c'était quand même beau pour le tableau, de gagner contre les Turcs qui nous avaient battus l'année dernière. Bref, on n'a pas pu, on a perdu, contre les Turcs, cette année-là, mais on est qualifié pour la Suède, le plus important. On avance en novembre, 8 équipes qualifiées. Donc, la France, la Turquie, le Maroc, les Philippines, les États-Unis, hem, le Liban et Brésil, il me non? manque le Brésil et l'Australie. Ouais. Non, pas l'Australie, pardon, la Nouvelle-Zélande. Voilà, la Nouvelle-Zélande, ça fait 8. Donc là, c comment ça marche? Alors, c'était sur un tournoi sur 2 jours. Les qualifications pour, les, enfin les phases finales pour le deuxième jour et le premier jour, c'est les qualifications. Donc nous, on est tombé dans le groupe des États-Unis, groupe de 4 États-Unis. On affronte les États-Unis le premier jour et le premier match du tournoi. Donc vraiment pour nous mettre, sur le vif du sujet et on s'est pris une claque qui nous a fait mal un peu parce qu'on attendait vraiment ce match-up contre les États-Unis parce que c'était le match-up que tout le monde rêve. Tout le monde veut affronter les États-Unis pour montrer que le niveau de jeu européen ou même, Asie et cetera, est vraiment, bon comparé aux États-Unis. Mais, on n'a pas pu le faire. On s'est pris une claque assez sévère. Je crois qu'on avait pris, plus, 40 points de différence, quelque chose comme ça. Donc, aux yeux des gens, c'était compliqué parce que du coup, ils se disaient: «Ah, les États-Unis, c'est super fort, ça va être compliqué de gagner ce tournoi» et cetera et cetera. Et surtout dans le jeu, et je l'ai toujours dit ça sur la scène, compétitive, en tout cas sur Touquet, il y a toujours un système de peur au niveau des match-ups. C'est-à-dire que quand une équipe fait parler d'elle, elle gagne le match presque à 50. On reviendra peut-être un peu dans le détail sur cet élément-là qui est un peu plus sur comment ça fonctionne un peu dans le détail Ouais, ces éléments-là, mais ouais, je te laisse continuer sur la fin de ce mais, tournoi. c'est ça, mais du coup, les États-Unis avaient ça et on n'a pas pu, y parvenir à faire un peu un meilleur résultat en tout cas. Donc on continue sur le tournoi, on gagne nos 3 prochains matchs de qualification, nos 2 prochains matchs de qualification pardon, c'était contre le Brésil et la Nouvelle-Zélande. Donc on arrive en quart et en quart, on affronte, si je me souviens bien, on affronte non, non pardon, on finit deuxième, de la poule, donc du coup, on avance directement en demi-finale. En demi-finale, on devait affronter le premier De l'autre du poule. deuxième groupe et le deuxième groupe, c'était la Turquie qui a fini premier et les Philippines en deuxième. Donc encore une fois, on retombe contre la Turquie et là, cette fois-ci, c'était en face à face. Et Là, c'était ce qu'on aurait pu préciser, effectivement, c'est que là, c'était dans le cadre d'une LAN, ce qui n'était pas le cas des oui, compétitions avant, qui étaient des compétitions en ligne, vu que maintenant, sur Touquet, il exactement. y a des compétitions en LAN. Exactement, j'ai oublié de le préciser parce que j'ai dit qu'on allait aller en Suède, mais j'ai oublié de préciser qu'on jouait face à face maintenant que c'était en LAN et ça changeait vraiment l'aspect compétitif et on en parlera après pour l'aspect, compétitif et cetera. Mais du coup, la LAN, on la joue en demi-finale contre la Turquie et on est le 1re demi-finale a été effectuée avant nous, c'était les Philippines contre les États-Unis qui ont gagné, 2-0 les États-Unis, assez facilement. Ils étaient qualifiés pour la finale, c'était pas trop une surprise. Donc il y avait nous contre la Turquie, le match le plus important. En tout cas pour moi, c'était le match le plus important parce qu'on avait beaucoup de choses à prouver vis-à-vis de l'Europe, que moi je considérais qu'on était la meilleure communauté, enfin la communauté française était au-dessus du reste, même si les Turcs avaient une très, très bonne équipe depuis le temps et qui avaient gagné 3 fois la FIBA. Mais sur les 3 fois, la France avait joué que 2 fois. Donc il y avait une année où on n'en avait pas joué. Mais cette année, je trouvais que, la France était vraiment au-dessus, donc il fallait vraiment confirmer ça. Et on l'a fait. On a gagné, contre les Turcs, 2-1 et c'était un match-up, très serré, très intense, franchement, face à face, ça change vraiment beaucoup au niveau du gameplay et cetera parce que certes, jouer chez soi, c'est beaucoup plus facile, mais il y a quand même de la pression.
mais en face à face avec les gens qui te regardent, plus les gens du stream qui regardent, parce que tout est streamé sur Twitch en même temps, avec des commentateurs à côté, la pression des gens, et cetera. En plus, tu joues pour la nation, tu joues pour la France. Franchement, la FIBA ont fait un job énorme que je le respecte beaucoup à ce niveau-là, parce qu'ils ont même pu mettre, des avant-matchs avec des présentations, et cetera. Franchement, le On en contenu est parlera peut-être exceptionnel. on en parlera d'ailleurs peut-être dans le détail dans un deuxième épisode hors série, de comment Ouais, tout ça s'organise, qui pourra être ouais, intéressant, ouais. c'était franchement, respect. Et du coup, on a gagné, les Turcs. Franchement, super content, même un peu trop content parce que du coup, c'était comme si on avait fait gagner la compétition alors qu'il nous manquait le plus gros match-up, qui était les États-Unis en finale. Mais, la compétition continue et on enchaîne super vite. Les États-Unis ont eu un petit temps de repos après leur match parce qu'on devait jouer, mais là, nous, on a dû tout enchaîner et ça est passé super vite, donc genre 15-20 minutes après, on a dû se préparer pour, directement aller entamer la finale contre les États-Unis. Et là, on avait des choses à prouver parce que le premier match des États-Unis, on l'avait perdu avec une grosse marge. Donc là, on avait dû vraiment, se reconcentrer, se remettre dedans, et cetera. Et on fait un premier match franchement, excellent. Pour moi, j'ai re-regardé le match plusieurs fois, il y avait quelques petites choses à revoir, et cetera. Mais ce match-là, on aurait dû le gagner. Même les États-Unis, le savent. J'ai beaucoup discuté avec, des gens de là-bas et ils ont dit que le premier match, il devait être à nous. On n'a pas pu le faire, ça a cassé un peu le momentum, au niveau du jeu. Du coup, on a perdu le premier match et le deuxième, défaite aussi, moins intense parce qu'il y avait quand même une petite marge de +15, +10, mais quand même, c'était assez exceptionnel, cette compétition et de représenter la France, et cetera. Donc franchement, une médaille d'argent, on était super contents et c'était l'essentiel. Donc là, vous voyez qu'Yacine est un passionné et en plus c'est un peu un historien de de la scène 2K, il connaît tout dans le détail. Donc là, pour le coup, ça a été un moment assez important pour toi. On continue un peu sur ton parcours. Yacine nous a pas dit dans le détail, mais en fait, depuis, à peu près 2-3 ans, c'est le meilleur joueur européen à minima à son poste. Il est dans un pool de top 3, top 4 joueurs européens. Donc il était déjà quand même assez réputé, sur la scène. L'intérêt de cette compétition, au-delà de l'intérêt propre qui est vraiment de pouvoir gagner la coupe du monde ou d'avoir une médaille d'argent, c'est aussi de pouvoir se montrer au monde et toi, ça t'a ouvert des portes puisque derrière, tu as pu intégrer, la grande ligue qui est la 2K League. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est la 2K League, sans qu'on aille trop dans le détail, mais rapidement ce qu'est la 2K League et OK, où tu es allé et comment ça s'est passé, quoi? pas de souci. Alors, juste pour expliquer vite fait le process, juste après, la coupe du monde, qui m'a permis vraiment de me faire, repérer parce que le critère de sélection de la Toki League, qui est une ligue professionnelle, à la différence de ce qui est maintenant, nous quand on joue, on n'est pas des professionnels, mais là quand on intègre la ligue, on est des professionnels. Alors le critère, c'est d'être le meilleur parce que et c'est une sélection sur 150 joueurs seulement sur la ligue et pour un Européen, c'est presque impossible d'accéder, à cette ligue parce que le niveau de jeu est très élevé là-bas, certes. Je dis pas que les Européens n'ont pas de niveau, mais le critère de sélection, il est différent parce que pour te faire repérer et scout, les États-Unis ne regardent pas l'Europe, tout simplement. Donc je voulais juste passer ce point de vue-là. Donc la World Cup m'a vraiment aidé pour, accéder à cette ligue. Donc le 11 janvier, il y a eu la draft. Donc c'est un système de draft comme, la NBA avec la sélection des joueurs, avec les équipes, et cetera. Et moi, j'ai été sélectionné 11e de la draft. C'était le plus haut, la plus haute sélection pour un joueur, européen, enfin pour un joueur, extérieur aux États-Unis. Et c'est avec l'équipe Dukes Infinitos, qui est une équipe, basée au Mexique, mais qui joue à Washington. Donc c'est une Premier et structure qui premier a français et et premier premier français français aussi, parce j'ai qu'on oublié a de on avait eu, 2 anglais de mémoire, un 4 espagnol, européens en tout. 4 ouais, européens 2 avant, ouais. 2 anglais, un espagnol et toi qui étais du coup le premier français. 2 anglais, un espagnol et un allemand Et et un ensuite allemand, oui, moi le aussi, ouais, 5e, donc moi le j'ai oublié, 5e ouais. européen. Alors, 11 janvier, je me fais drafter et cetera, donc là, il y a le process. Ils entament les démarches du visa bien avant le 11 janvier, ce que je ne savais pas, mais j'ai eu quand même des demandes et cetera au niveau de mon passeport et cetera. Parce que la demande de passeport est assez longue et en février, j'intègre la ligue et je rejoins l'équipe, qui était déjà à Washington avant moi, les joueurs, que je ne connais pas d'ailleurs, c'est des joueurs que j'ai appris à connaître, sur le temps de jeu parce qu'en fait, la saison dure 6 mois et la ligue, en fait, elle est basée sur un contrat, de NBA, c'est-à-dire qu'un même joueur de la NBA a le même contrat que moi, au niveau des paris. Tu ne peux pas parier sur la NBA, tu ne peux pas faire certaines choses et cetera, et moi, j'étais considéré comme un joueur de NBA parce que j'avais, même,
les mêmes mutuelles, etc., que héritent les joueurs. C'était vraiment un contrat comme la NBA. Ils Ouais, m'ont parce que précisé plusieurs fois. du coup les équipes e-sport sont liées aux équipes NBA directement, c'est ça? De ce que j'avais suivi. Exactement, parce que la Toki League, en fait, c'est NBA e-sport. Donc, du coup, ils ont, je crois, presque la totalité, malgré, je crois qu'il en manque 3 ou 4 équipes de NBA qui ont une équipe e-sport dans la ligue, en fait. Et moi, je faisais pas partie d'une équipe e-sport de la ligue, enfin de la ligue, de la ligue NBA, mais c'était une affiliation qui avait été payée par. C'est Dux Infinito, c'est une structure qui ont payé leur spot, en fait, pour intégrer la Dux ligue. Infinito, c'est, juste pour que les gens comprennent, c'est une des plus grosses structures e-sport en Europe, qui est pas trop concentrée sur les très gros jeux, mais plutôt sur les jeux de sport, pour le coup. Et qui, pour Ouais. le coup, avait un énorme projet. Ils ont intégré la 2K League il y a 2 ans, de mémoire, ou 3 ans, non, 2 ans, je crois. Et donc, ils ont un statut un peu particulier. C'est ça, et c'est Dux Infinito, c'est juste le nom de la structure qui est sur la ligue professionnelle, mais la vraie structure, c'est Dux Gaming, qui, elle, est dirigée par Thibaut Courtois et Pau Gasol. C'était eux qui avaient mis les fonds sur cette structure. Qui est une structure espagnole, j'ai oublié de préciser. Donc, c'était sur 6 mois, donc de février à août, mais on jouait surtout de février à fin juin, c'était le tournoi, la fin du tournoi. Donc, c'était basé sur un salaire par mois, plus des compétitions, dont une ligue à la fin, avec seulement 8 qualifiés par conférence Ouest-Est. Moi, je faisais partie de la conférence Ouest, et il y a eu, je crois, c'est un process. Il y a une saison 3v3 qui commence d'abord, qui n'est pas mon mode de jeu principal, mais ils ont mis ça en place pour attirer les gens, en fait, tout simplement sur les streams, etc. Donc c'était une saison 3v3 sur 2 mois et une saison 5v5 sur 2 mois aussi. Et il y avait 2 mois d'entraînement, en fait, sans compétition. Donc, sur la saison 3v3, Dux Infinitos, avec ma structure, on n'a pas été top. On n'a pas vraiment assuré, donc on a été qualifié, mais pas pour les tournois, ni le championnat. Et pareil pour le 5v5, on a fini, je crois, 10e de la conférence. Et il fallait être 8e pour être qualifié. Donc même les playoffs, on n'a pas pu les faire. Et franchement, l'expérience est incroyable. Donc là, je parlais vraiment de la ligue en général, mais l'expérience pour un joueur européen et pour une personne tout simplement qui vient d'un autre pays, aller aux États-Unis 6 mois, y vivre et payer de sa poche seulement sa nourriture, etc. Parce que même le logement, on ne le paye pas en fait, parce on est vraiment logé, blanchi, etc. Sauf, il faut payer sa nourriture. Donc c'était vraiment incroyable de vivre à Washington. Et avec, Franchement. comme tu l'as dit, un genre professionnel, donc avec un salaire. C'est pas tout Voilà, frais payé, c'est aussi vous êtes payé pour faire ce voilà, que vous faites, aussi, quoi. on est payé pour jouer. On peut accéder à des matchs de NBA gratuitement. On avait accès comment on appelle ça? Le terrain de Washington. Il y avait le hockey, Les Wizards. etc. Les Wizards. Hmm. On avait accès à ça tout gratuitement en fait. Donc t'avais accès à tout ce qui est la salle, le camp d'entraînement, enfin la structure d'entraînement des Wizards, c'est ça? Tu pouvais Ouais. aller sur le terrain et tout. Ouais. Alors ça, c'était plutôt l'équipe des Wizards qui avait accès, Ouais. mais nous, on jouait là-bas en fait. On avait vraiment D'accord. notre salle d'entraînement était juste en dessous du terrain en fait. D'accord. Donc t'as croisé les joueurs des Wizards là-bas, Alors, un peu? je les ai pas croisés, mais je les ai vus pour le match parce que nous, on était vraiment enfermés, hein, mais on Ouais. était les bureaux d'opération en fait du stade, D'accord. pas vraiment Ok. le camp où ils s'entraînent. Donc, pour le coup, un sacré parcours là. Donc, tu retournes en Europe. La 2K League s'arrête, hein, c'est ça, hein, pour l'année prochaine. Enfin, on sait pas trop, mais ça a l'air d'être plutôt parti pour le fait qu'ils arrêtent, c'est ça? C'est ça, ils arrêtent l'année prochaine, ils vont essayer de revoir au niveau de la ligue ce qu'ils vont faire pour essayer d'attirer un peu plus de monde, etc. Et peut-être de enlever ce statut de professionnel et essayer plus de mettre ça au niveau du social et d'intéresser plus les gens. Je crois que j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être des gens de la NBA qui feraient des apparitions, Ouais. etc. pour essayer d'attirer le public. Donc plus un niveau, un move business. Un move business Ouais. plus qu'autre chose. Ça va changer, mais l'idée, c'est donc de comprendre, tu vois, Quentin a quand même un sacré palmarès là pour le coup, pour Yacine, ce qu'il a pas dit. Je crois que t'as quoi? T'as une dizaine de titres européens en plus, qui Ouais, c'est s'ajoutent à ça. ça, des titres de champion de France. Voilà, Euh, après c'est pas mal de titres,
Mais vraiment, j'ai donné le principal, qui était vraiment la FIBA et les tournois internationaux qui sont C'est quoi, les c'est plus quoi importants. ton plus grand moment? D'ailleurs, on ira après dans le détail effectivement du jeu, mais c'est quoi ton plus grand moment que tu as passé sur Touquet? Le plus grand moment, je pense que c'est, la demi-finale contre la Turquie, Ouais. avec une hype, énorme derrière. Vraiment, c'était l'un des matchs les plus importants de ma carrière de joueur, e-sport. C'est Avec rigolo beaucoup de parce choses à que prouver. c'est rigolo parce que souvent, quand on entend les joueurs NBA dire quel est le plus grand moment de votre carrière, ils parlent de leur draft en disant que la draft, c'est, le moment le plus incroyable. En fait, vous allez apprendre durant le podcast à découvrir Yacine, mais Yacine, c'est un compétiteur, comme vous en rencontrerez rarement et ça m'étonne absolument pas que quand on lui parle de son plus grand moment, il parle pas de la draft, mais qu'il parle d'un moment de jeu. Parce que là, pour le coup, ça fait partie de ton caractère. Tu es un compétiteur, un peu dingo quand même, hein. Ouais, non, franchement, un peu trop sur les bandes des fois, mais vraiment l'aspect compétitif, c'est ce qui m'intéresse le plus et la draft, certes, c'est un très grand moment pour, ma carrière de joueur e-sport puisque c'était quoi? Le premier français drafté et cetera. Il y avait beaucoup de choses, derrière, mais moi, d'un point de vue personnel, vraiment ce match contre les Turcs était l'un des plus importants parce qu'il fallait vraiment prouver quelque chose, sur ce match-up. Vous voyez dans The Last Dance, Michael Jordan qui à chaque fois dit, «J'ai quelque chose à prouver» ou, «Il m'a piqué». Yacine, il fonctionne un peu comme ça. Il a toujours besoin d'avoir un truc à Ouais. prouver, il a toujours besoin d'avoir l'impression d'être piqué. C'est un peu le même mode de raisonnement. Ah, il faut Pour penser le comme coup. ça, hein. Ouais. On va passer au côté, parce qu'on a pu avoir un bon tour d'horizon de ta carrière, de ce qui a passé, de tes grands moments, puis aussi de comprendre un peu comment fonctionne la scène. Du coup, merci de nous avoir, présenté tout ça. Mais l'idée, c'était aussi dans ce podcast de rentrer dans le détail de comment fonctionne un match de Touquet. Peut-être qu'on peut commencer par la base sans aller trop dans le détail, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent les différents rôles dans NBA Touquet? C'est un poil différent pour le coup de la vraie NBA. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, sur NBA 2K, il y a un meneur, un arrière, un poste, ailier, un ailier fort et un pivot, pareil. Sauf que la différence, c'est que là, moi, mon poste qui est le poste d'ailier, c'est un poste vraiment basé sur la défense et mon rôle va être de défendre le meneur adverse quand il attaque et d'être au corner en attaque. Donc moi, je suis limité à 2 choses, c'est enfin limité. Je dois faire mon rôle défensif sur, quand eux ils attaquent et offensivement, je suis au corner et mon meneur lui mène l'attaque et cetera. Donc, là, au niveau du gameplay, c'est je pense que les fans de basket aiment pas trop. Je sais pas si je me trompe, mais en tout cas les fans de basket n'aiment pas trop le la méta de NBA 2K. Mais, c'est du pick and roll en fait, tout le temps. Presque souvent. Moi qui ai joué en 2K League par contre, c'est aussi du pick and roll, mais c'est un peu plus développé avec des plays parce qu'ils ont on a j'ai oublié de préciser, mais on a des coachs qui sont payés à être coach en NBA 2K League et cet aspect-là, il change un peu plus en 2K League au niveau professionnel parce que tu as des plays qui sont mis en place, tu as un peu plus de réflexion derrière et pas du gameplay avec, la manette, clac, 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 carré, carré, X, des trucs assez basiques. Donc non, c'est un peu plus réfléchi. Quentin, on en avait parlé une fois, tu m'avais dit que tu trouvais que le gameplay sur le problème était pas toujours super agréable à regarder. C'est un peu ça que tu me décrivais, quoi. Bah, c'est ça, enfin, du peu que j'avais regardé, alors c'était peut-être il y a quelques années aussi, et du coup, ça a peut-être changé un petit peu, mais ouais, c'est ça, en fait, t'as un meneur, t'as le big à côté de lui qui lui pose des pics, et puis l'idée, c'est que le meneur, il arrive à créer un décalage assez important pour soit shooter, soit drive, et après, voilà, après, t'as deux mecs dans les corners qui space, et pour moi, c'était à peu près tout, quoi. Alors, je sais pas si ça a changé beaucoup récemment, mais voilà, c'est pour ça que je trouvais ça peut-être un peu ennuyant entre guillemets, même si bon, c'est enfin c'est mon ressenti, tu vois, c'est pas une critique envers les joueurs, c'est le jeu qui veut ça. Ouais. Tu vois à quel point le gameplay aussi il aide pas à ce que les gens viennent regarder les matchs, tout ça. Ah, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ça a pas trop changé, pour être honnête. Le gameplay reste un peu le même. C'est la méta, ça restera comme ça, je pense, pendant certaines années, en tout cas, l'aspect compétitif. Malgré qu'il y a certaines personnes qui changent quand même le gameplay. Maintenant, il y a un peu plus de différence. Il y a des joueurs qui font du five out, qui vient beaucoup plus maintenant. Donc, il y a moins d'écran et plus d'isolation avec le meneur. Mais ce qui est du spacing au niveau de l'ailier et l'ailier fort, on est pareil. On restera au corner, je pense, dans les années à venir. Je pense quand même qu'on peut, tu l'as esquissé un peu, mais
pour le coup, les gens qui ont cette vision de Touquet, il faut comprendre ce qu'on va chercher sur Touquet. Je trouve quand même que ces dernières années, les, le jeu est devenu, l'attaque est devenue un peu plus complexe. Il y a quand même plus de plays qu'avant. Il y a plus d'envie d'aller cibler des points faibles de la défense, là où quand les gens ont découvert Touquet, c'était vers Touquet 20 pendant le Covid, c'était un peu presque du street en 5-5, quoi. Là, il y a quand même vraiment une partie tactique de cibler les points faibles de la défense. Et globalement, Yacine, je te laisse poursuivre, mais globalement, ce qui est intéressant de regarder sur Touquet, c'est pour ça que ça demande un peu de comprendre comment ça fonctionne, et c'est l'intérêt de ce podcast, c'est que par contre, c'est une mécanique de précision. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement précis. Les positionnements sont au centimètre près. En fait, d'un point de vue tactique, notamment pour la défense, et toi tu le connais bien, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement précis. Alors oui, Touki de toute façon, NBA Touki ça a toujours été un jeu qui est réputé pour, les joueurs compétitifs et pas les nouveaux joueurs. Alors je m'explique. Le gameplay est super complexe, contrairement à un jeu comme, FIFA, le jeu de foot, où un joueur, de foot, dans la vraie vie, peut, vraiment se trouver très vite dans un FIFA, c'est assez simple. Par contre, Touki c'est très complexe et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent vite. C'est que au niveau du gameplay, alors oui, les plays sont beaucoup mis en avant maintenant, et dans les années à suivre aussi, je pense, parce que en fait, on joue à ce jeu déjà, ça fait allez, 5-6 ans, et pour certaines personnes encore plus. Et le pick and roll, tout le monde le connaît. Donc tout le monde sait comment le défendre, tout le monde sait comment attaquer un pick and roll, etc. Donc ça c'est sûr qu'à tout moment, dans l'aspect compétitif, les gens vont essayer de changer leur attaque ou leur vision des choses. Et notamment sur Touquet. Et pour ce qui est des mouvements précis et tout le reste, en fait, c'est tellement vrai parce que les joueurs compétitifs, et ça, c'est pas une critique, mais les joueurs compétitifs de maintenant et qui sont au top niveau restent les mêmes dans les années à suivre et les années précédentes parce qu'en fait, le jeu est tellement complexe qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas aller plus loin, en fait. C'est pour ça qu'on garde une communauté assez fermée sur NBA 2K, ce qui est dommage parce que les nouveaux joueurs ne peuvent pas trop intégrer la communauté finalement. Et tactiquement, tu vois, Quentin, on retrouve quand même ce truc sur la défense du pic, d'avoir différents types de couverture. Est-ce qu'on monte très haut pour edge et trapper le meneur? Est-ce qu'on décide de défendre bas et du coup on réduit l'espace sur les côtés? Il y a des rotations qui sont des rotations en fait qu'on retrouve en NBA, hein, des rotations en triangle sur les côtés, sur le côté ballon ou alors des grandes rotations. Et en fait, pour le coup, moi je trouve que quelqu'un qui comprend le jeu NBA réel, il n'est pas complètement perdu sur à quoi ressemble la défense parce qu'en fait, tu retrouves plutôt les mêmes choses. Et tu vois, moi qui ai une expérience de joueur pour le coup, dans ma façon de lire la NBA et les matchs NBA, bah, ça m'a servi en fait parce qu'il y a certains mécanismes défensifs que tu retrouves en fait, pour le coup, que tu retrouves en fait sur le jeu et ça c'est assez intéressant. Toi Yacine, justement quand tu regardes un match de Touquet, pour justement donner, tu vois, des clés de lecture aux gens, c'est quoi les éléments que tu regardes le plus? Les éléments sur lesquels tu te concentres le plus en tant que viewer? Et toi t'es pas qu'un viewer, alors, c'est pareil, on donne un peu les coulisses, mais toi tu analyses énormément le jeu, on en reparlera sur ce qui fait d'être un joueur Touquet, mais la partie regarder des matchs et analyser le jeu, elle est assez importante. Ouais, alors, comme tu l'as dit, moi, je suis pas un joueur, tout qui est lambda, donc du coup, le problème, c'est que quand moi, je regarde les streams et les matchs, les rediffusions, c'est différent d'une autre personne parce que moi, ce que je trouve intéressant dans les streams, c'est surtout, l'aspect, vocal, en fait, que j'aime. Moi, j'aime bien écouter ce que les gens disent, comment ils défendent, et cetera. Par contre, moi, ce que je regarde, dans le jeu et comme je suis un joueur, défensif, c'est principalement la défense et les rotations. Donc, tu en as parlé un peu des rotations triangle, et cetera. Et en fait, moi, je regarde beaucoup, comment, les gens défendent et surtout les équipes parce qu'en fait, les équipes qu'on affronte, gardent un peu le même système. Alors, sur Touquet, on a à peu près des rotations assez définies, pour, toutes les équipes qui les utilisent, hein, notamment le triangle qui est la plus cotée, je pense. Alors, le Et triangle, hein, juste pour dire ce que c'est quand le ballon est du côté le moins chargé de la défense et qu'en fait le pivot roll et donc en fait la personne qui est sur le pic va aller dans le corner et celui qui est dans le corner va à l'intérieur pour bloquer le roll. Juste pour permettre aux exactement. gens de comprendre. Et moi, l'ailier reste sur, le meneur de jeu. C'est surtout, la rotation la plus cotée parce qu'en fait, c'est une rotation qui permet de pas trop bouger toute l'équipe. Donc, c'est surtout pour ça.
Donc ouais, non, les streams, moi je suis assez complexe à ce niveau-là. Je regarde beaucoup de streams, beaucoup de rediffusions pour essayer de comprendre comment les équipes jouent, comprendre les mécanismes. Et moi je regarde surtout le meneur de jeu parce que c'est moi qui le défends et j'essaie de voir un peu ses pas ses tactiques, mais C'est comment il joue parce pattern. qu'il y a beau ouais, voilà, c'est ça, c'est ses patterns parce que les meneurs de jeu ont beaucoup d'habitudes et des dribbles que nous les locks, enfin les locks, pardon, les ailiers doivent anticiper. Je dis lock parce que c'est le nom de la position, sur le jeu, hein, c'est lockdown et non franchement c'est quelque chose assez chiant pour certains, mais moi j'adore en fait, j'aime beaucoup regarder. Je trouve que de toute façon pour la progression, tu es obligé de regarder. Si tu ne regardes pas, je pense que tu ne peux pas trop progresser et ça va pour n'importe quel jeu ou n'importe quel sport, hein. Ouais, Donc clairement. quand, quand vous regardez un match 2K, l'idée, c'est pour comprendre un peu ce qui se passe, essayer de regarder les rotations défensives. Pour le coup, ça c'est assez intéressant parce qu'il y a des choses très différentes en fonction des équipes. Mmh mh. Et on retrouve ce que je décrivais avant, c'est-à-dire cette mécanique de précision, quoi. C'est-à-dire, Yacine, tu peux le confirmer, je pense, mais on est sur du quart de seconde où il faut partir pile au bon moment, sinon il y a un temps de retard, le jeu va quand même vite, hein. Le jeu va quand même assez vite, et donc une quart de seconde de décalage fait que généralement tu fais pas le stop défensif. Et donc ça, pour le coup, c'est intéressant à regarder. Bah, c'est ça, surtout qu'on est dans un jeu, on n'est pas dans la vraie vie, donc déjà, on peut pas tout défendre, parce qu'il y a des animations de jeu qui sont spéciales. Il y a le jeu qui a un délai, parce qu'on peut pas forcément, jouer là-dessus. Il y a même la vocale, parce qu'on est dans des parties vocales où il y a des fois des délais, donc quand on va call quelque chose, une rotation, il faut qu'elle soit en avance pour essayer d'être au timing parfait et cetera et c'est pour ça que on n'a pas parlé de cet aspect-là, mais l'aspect d'équipe vraiment, surtout qui est prime avant tout et c'est pour ça que les Turcs étaient une équipe, super compliquée à battre parce que c'était des joueurs qui jouaient ensemble depuis, des années. Donc, vraiment, l'aspect, équipe et cohésion, je pense que c'est l'un des critères les plus importants, sur, NBA 2K. Et comment t'adaptes toi ton gameplay en fonction de l'adversaire? Est-ce que tu fais des ajustements constamment durant un match? Est-ce que tu viens avec un plan et tu l'appliques quoi qu'il arrive? Comment ça fonctionne? Donc on comprend, hein, de ce que tu nous dis, il y a une partie technique qui est assez importante. Ça forcément, c'est quand tu dis c'est les carrés carrés X là. C'est la partie un peu manipulation de la manette. Mais c'est pas la seule partie. Là, c'est peut-être la grosse différence qu'il y a avec le joueur moyen. C'est que pour le coup, il y a une partie tactique importante. Voilà, c'est ça. Alors, comment je m'adapte aux équipes et comment je prépare? Bon, en fait, il y a certaines équipes qui ont des jeux différents. Donc il y a des équipes un peu plus techniques avec des joueurs, un peu plus skill, on appelle ça. C'est des joueurs qui vont, créer la différence grâce, enfin c'est avec la manette bien sûr, mais c'est faire la différence par, ses mouvements de stick et cetera. C'est quelqu'un qui gère bien le jeu en fait. Il y a d'autres équipes qui sont un peu plus IQ et qui eux, sont des équipes un peu plus, avec la cohésion et qui vont je pense que c'est l'équipe qui pose le plus de problèmes parce que c'est des équipes qui sont bonnes à 5 joueurs et qui ont une certaine cohésion qui fait que tous les mouvements et cetera sont assez rapides, et enfin avec le bon temps quoi, ils font tout pareil et Ouais, Quentin, on retrouve la notion de qualité d'exécution, tu vois, qu'on a en NBA, c'est-à-dire quelle est la qualité d'exécution de l'équipe que tu affrontes, ou pour le coup, quand tu as une bonne qualité d'exécution, là, c'est plus dur, quoi. c'est ça, quand tu as une qualité d'exécution, et que tout le monde est synchro, je pense que c'est le truc le plus dur, sur le Touquet parce que tout le monde est synchro et donc ça pose, énormément de problèmes au niveau de l'attaque. Alors moi comment je prépare? On a tous un au début, en fait, par rapport aux équipes, surtout quand on jouait dans les compétitions internationales, on avait, un coach qui nous aidait à ça. On essayait de définir un peu les critères, qui est le meilleur joueur, qu'est-ce qu'il fait, les patterns, c'est quoi leur play. On essaie de connaître un peu leur play pour, s'y préparer et comment la défendre et cetera. Après, quand on est dans le jeu, il y a le temps d'adaptation parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en compte. Il y a le stress. Donc il y a des joueurs qui vont faire des choses qu'ils ne sont pas habitués à faire ou qu'ils ne font pas d'habitude, donc il va falloir adapter. Il y a la remise en confiance. Il y a certains joueurs dans le match qui vont pas être en confiance, donc qui vont rater des choses qu'ils ne font pas d'habitude. Donc il y a certains mots ou la vocale qui doit être, assez juste pour aider cette personne-là ou faire en sorte qu'on se sorte de ce trou ou de cette situation et cetera. Et il y a l'adaptation au gameplay, qui est là la plus dure parce que tu dois jouer et en même temps que tu joues, tu dois analyser et
savoir ce que la personne a fait, ou pourquoi elle est passée, ou comment s'adapter et comment elle marque, etc., etc. Donc ça, c'est le plus dur, et je pense que c'est ça qui me fait un peu ma force, c'est que j'arrive à le faire pour aider mon équipe et m'ajuster pendant la play ou pendant le quart-temps, etc., et faire en sorte que notre équipe elle se sorte de cette situation pour gagner le match en fait. Et c'est intéressant parce que c'est, à la différence, alors là, en tout cas, toi, c'était différent parce que tu avais un coach, mais il y a pas de coach dans les équipes, qu'on voit en Europe. Donc si vous vous lancez, vous allez pas avoir de coach. Et en fait, ça demande pas mal de caractère pour dire: «Allez, on change quelque chose». C'est plus facile dans le vrai basket parce que vous avez un coach qui vous impose, on est une espèce de général qui vous dit: «Allez, on bouge tout», et il prend la responsabilité du fait de tout bouger. Dans tout cas, c'est un petit peu différent parce que c'est un joueur qui lui-même va dire à tout le monde: «On change tout». Et tout changer, c'est prendre le risque que ça marche pas. Et alors, C'est ça. on peut avoir quelque chose qui fonctionne moyennement et on change tout et ça marche pas. Et donc, il y a, ça fait partie, je pense, des qualités, tu vois, pour les joueurs e-sport. Il faut beaucoup de caractère, en fait, pour accepter de faire des choix. On n'est pas materné par un coach, quoi. Ah, c'est ça, surtout que sur Touquet, comme tu dis, on n'a pas de coach, donc faut du caractère, et surtout faut faire en sorte que, comme tu dis, on peut rater en fait. Le gameplay peut mal se passer et se dire: «Bon, on a raté ça, il faut changer», et cetera, et cetera. Et il y a beaucoup de remises en question sur Touquet parce qu'il y a beaucoup de changements d'équipe, il y a beaucoup de changements de recette, il y a beaucoup de pression en fait, il y a une grosse pression. Certes, c'est qu'un jeu, mais il y a vraiment quelque chose derrière qui fait que ça peut quand même t'atteindre, mentalement, le jeu tout simplement. Il prend énormément de temps et ça attend après ça c'est une autre partie, mais vraiment, c'est un aspect assez complexe, dans les jeux vidéo. À quel point la partie mentale compte dans un match? Tu vois, on a parti de la partie technique, la partie tactique. Je sais qu'il y avait une vidéo que vous pouvez retrouver, je pense, sur internet de Despiello qui était intéressante, qui analysait le e-sport F1 là, enfin sur les jeux de course. Et il disait que pour lui, c'était la forme la plus pure de compétition. Parce qu'en fait, tu enlèves tout ce qui va être lié à la partie salaire, parce qu'il n'y en a pas vraiment dans le cadre de ce jeu-là. La partie technique, tout le monde est un peu au même niveau. Et lui disait, pour lui, la partie compétition, la vraie compétition, en fait, c'est ce qui se passe dans ta tête. Et lui, il disait que ce qu'il aime dans le e-sport, c'est que tout est dans la tête, quoi. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de cet aspect mental, à quel point c'est important, à quel point ça compte selon toi? Alors moi, j'ai toujours dit que le mental, c'était 70, 15 de skill, en fait. Parce que l'équipe, c'est quand même, l'entente d'équipe, les joueurs, le roster, et cetera, que tu as. Alors 70 de mental, pourquoi? Parce que la pression des matchs fait qu'un joueur, peut être bon ou être mauvais, et ça va déterminer quel joueur il est meilleur, en fait. C'est pour ça que les critères de sélection, ils sont souvent basés sur ça. Tu peux pas enfin, tu peux pas dire qu'un joueur est bon parce qu'il a fait un bon match, ce jour-là, mais la journée d'après, il a fait un match, moins bon, et du coup, parce que, il a fait un match moins bon, tu le catégorises dans cette, section, et cetera, et cetera. Alors le mental, moi, c'est le plus important parce que mais ça va avec l'expérience, en fait. C'est ça le souci de NBA 2K, c'est que tu ne peux pas donner, de l'expérience à un joueur sans qu'il ait le mental, parce qu'en fait, la personne qui va atteindre, les finales, elle ne peut pas, elle doit avoir ce mental-là pour pouvoir, gagner, en fait. Parce que si tu n'as pas le mental pour ces phases finales, tu ne peux pas gagner, et c'est là la plus grande différence des joueurs, NBA 2K. C'est intéressant ce que tu dis, Quentin. Tu sais, ça fait un peu, je trouve, référence à, tu sais, la discussion qu'on a souvent qui est est-ce qu'il faut avoir des gens qui connaissent le chemin pour gagner? Tu sais, on a souvent cette Ouais. discussion, Quentin. Donc, connaissent le chemin, c'est est-ce qu'il faut avoir des gens qui sont déjà allés en finale pour les intégrer dans ton effectif et y aller? Toi, ce que tu nous dis, Yacine, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est que pour toi, il faut des espèces de prédispositions pour à un moment donné y arriver. C'est pas, enfin, tu n'y arrives pas par hasard, quoi. C'est qu'à un moment donné, si Ça, tu y arrives en finale, c'est que dans ta tête, t'es prêt. Enfin, c'est que tu as des prédispositions qui te permettent d'y aller. C'est ça que tu nous dis? c'est ça parce qu'en fait, comment expliquer? Sur Touquet, il y a énormément de joueurs, avec des niveaux différents. Il y a même des joueurs qui sont au top, mais qui ne sont pas considérés comme des bons joueurs parce que le mental fait que ces joueurs-là ne sont pas au niveau. C'est des gens qui sont très et qui ont énormément de skills. Mais moi, par exemple, si je devais faire un critère de sélection en tant que capitaine ou coach, d'une équipe, je privilégierais un joueur qui a plus de mental qu'un joueur qui a plus de skill, parce que le jour J, qu'il y a je sais pas moi, une compétition comme, la FIBA avec l'équipe de France, un joueur qui était bon chez lui ne sera peut-être pas bon, en LAN, et ce souci-là, il a été remis en question, par exemple, cette année au niveau de la sélection, parce que on a des joueurs, qu'on voudrait recruter, mais qu'on n'a pas pu tester, avec la pression. Donc comment faire ce critère de sélection
sans qu'il ait eu cette expérience-là. Et ça, c'est une grosse base sur le jeu NBA 2K parce que nous qui sommes à la recherche de nouveaux joueurs et de nouveaux talents, on va dire, sur le jeu, tu peux pas considérer un joueur s'il n'a pas fait ses preuves en fait. Et ses preuves, tu les fais pas dans des matchs lambda, sans pression. Parce que le match lambda sans pression, tu vas faire un très bon résultat. Mais le match sous pression, on va pas retrouver la même personne. Et c'est ça le problème de NBA 2K. Et je On a pense que des c'est le exemples. problème de beaucoup de sports, en fait, hein. Parce qu'à l'entraînement, tu peux retrouver un joueur, exceptionnel, mais le jour, de match, il va être beaucoup moins bon parce que la pression fait que ce joueur-là ne peut pas, atteindre ces attentes-là, en fait. C'est ça Ouais, qui est difficile aussi avec la pression, c'est que c'est pas vraiment quelque chose de quantifiable et parfois un joueur qui va rater, que ce soit dans un jeu ou dans la vraie vie, est-ce qu'il a raté parce qu'il a eu trop de pression, parce qu'il a pas su la gérer, ou est-ce qu'il a raté juste parce que bah il a raté ou ce jour-là il était juste moins bon physiquement, juste moins bon tout court, tu vois, il y a cet aspect aussi qui est assez difficile, mais enfin tu vois, je dis pas que le mental ne compte pas non plus, mais c'est difficile, je trouve, à dire. Enfin, difficile à dire. C'est difficile de quantifier l'aspect mental. Et ça reste un truc hyper important, que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport, parce que il y a aussi cet aspect rigueur, à ne pas paniquer, parce que voilà, si tu perds et que tu commences à paniquer, bah là oui, on peut dire que c'est le mental qui a failli. Et voilà, c'est pour ça que Bah, je pense aussi que ça a de l'importance, mais que c'est difficile à quantifier. c'est ça, surtout que j'ai oublié une chose, c'est que sur NBA 2K et sur la NBA, en fait, tu as aussi le trash talk qui rentre en compte. Ouais. Et ça, c'est pour, les match-up en face à face, qu'il y a eu énormément, à la FIBA, qui n'a pas eu en ligne, parce qu'en ligne, il y a eu trash talk, mais c'est après le match ou avant le match, mais pas pendant. Mais le fait de trash talk pendant le match apporte aussi quelque chose en plus. Donc l'aspect mental doit vraiment jouer à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a un élément qui rend l'aspect mental un peu plus important dans l'e-sport, c'est que dans le vrai sport, donc on a parlé de la technique, on a parlé de la tactique, on a parlé du mental. Dans le vrai sport, il y a la partie physique. Et pour le coup, la partie physique, que tu sois stressé, pas stressé, si tu es très dominant physiquement, tu vas rester très dominant physiquement. Techniquement, si tu es très stressé, bah, techniquement, tu peux sombrer. Tactiquement, tu peux faire les mauvais choix. Mais ta partie physique, elle sera toujours là. Je fais un exemple à la con. LeBron James, s'il est très stressé, bah, il va toujours courir plus vite que les autres, il va toujours sauter plus haut que les autres, il sera toujours plus puissant que les autres. Pour le coup, dans le e-sport, t'as pas ça. Ouais, Cette partie, je peux pas te raccrocher à ça. Donc l'aspect gestion de l'événement, elle prend encore plus de valeur, quoi, pour oui, c'est ça. pour le coup. Bah oui, c'est sûr que physiquement, là, tout le monde est pareil, et cetera. Mais après, tu as dit qu'on en reparlera après, mais il y a une chose sur Touquet, qu'il y a aussi dans la vraie vie, bien sûr, mais qui prend vraiment une grosse place, moi, je trouve, dans le jeu. C'est une sorte d'aura que les équipes ont ou Bah un joueur. allons-y, allons-y, allons-y. Ouais, donc en fait, juste pour expliquer, pour moi, j'ai parlé beaucoup du mental. Donc dans les 70%, il n'y a pas que le mental du joueur, il y a le mental de l'équipe qui peut donner ça. En fait, c'est par exemple, moi, j'étais dans une équipe sur le jeu du 2022 et sur le jeu 2024, où on avait cette aura, on va dire, où on affrontait des équipes et on avait déjà gagné presque à 60% avant même qu'on joue le match, en fait. Parce qu'on n'avait pas cette prestance, mais le fait d'avoir fait des résultats et d'avoir des noms qui sont catégorisés dans notre équipe, etc., qui font que les joueurs en face se mettent une pression tellement énorme avant même de nous avoir joué qu'on a déjà gagné le match et ça rend, la compétition beaucoup plus importante et c'est ça qu'avaient, les États-Unis, sur la compétition, de la FIBA. C'est que les États-Unis ont une aura, tellement inatteignable que tant qu'ils vont pas être touchés ou battus, une fois, ça va être super compliqué de les battre. Ouais, ça c'est Oui, enfin, c'est ce qu'on a pu observer aussi dans le sport en basket avec les États-Unis, c'est que Bien sûr. enfin, sur certaines équipes, tu te dis les mecs sont trop forts, c'est impossible, tout ça, et en fait il suffit qu'une équipe les fasse tomber pour se dire ah, en fait peut-être que les équipes européennes ou même américaines, canadiennes, tout ça, elles ont ce qu'il faut pour les battre aussi. En fait, après c'est un enchaînement de ah bah alors en fait peut-être qu'on peut les battre aussi et ainsi de suite, et du coup il n'y a plus vraiment cet avantage psychologique de ils sont trop forts, de toute façon on va pas gagner. Ah totalement. De c'est toute façon, c'est ce qui s'est passé à la FIBA aussi, hein, c'était pareil dans la vraie FIBA. parce qu'il y a un point important, moi je trouve sur Touquet, c'est il faut trouver un équilibre entre le relâchement et la concentration, notamment pour l'attaque.
C'est-à-dire que c'est ce que tu dis, Yacine, en fait, quand ils affrontent, ils se préparent, ils se surpréparent. Et je trouve ce qui est important, c'est que la surpréparation ne vienne pas influer sur ton niveau de relâchement. Parce que si tu es trop tendu, là pour le coup, c'est la partie technique, tu vas déjouer. Et il faut arriver à trouver un bon équilibre entre je suis très concentré, mais je garde une partie de relâchement. Je ne me crispe pas non plus, quoi. Ça peut Ah bah, être. c'est sûr. Surtout que pour mettre un peu en comparaison avec le basket, il y a des cartons où tu fais une petite pause, on parle, on discute, le coach met des choses en place. Ensuite, il y a la mi-temps, encore une pause, on te reparle, on te dit nouveau game plan, etc., etc. Sur NBA 2K, t'as pas ça. Tu as les premières 5 minutes de carton, t'enchaînes directement, 10 secondes après, tu as le deuxième carton. Une fois que après la première fin du carton, t'as pas le temps de réflexion, tu as quelques secondes pour expliquer certaines choses à ton coéquipier qui n'a peut-être pas compris, etc. Tu as la pression qui continue de monter, les gens qui crient, etc. Et ensuite, à la mi-temps, pareil, qui n'est pas très longue, tu as genre peut-être 2 minutes de pause. Donc tu as quelques minutes pour essayer de t'expliquer, etc. Donc ouais, la Et ça, et pression et ça le encore, et mental. ça encore, les 2 minutes de pause, c'est tout qui est League, FIBA. Dans la Oui, compétition oui, régulière que vous allez regarder à la rentrée, c'est pareil, c'est 10 secondes, hein. Donc en fait, c'est un sprint. exactement. Vous avez un sprint de 20 minutes, quoi. C'est ça, tu aucun relâchement. C'est-à-dire que même si on peut voir des joueurs pros qui ont des petites pauses, etc. Nous, non. C'est-à-dire que si le match il est compliqué dès le début, c'est pas la mi-temps qui va aider Ou un l'aspect mental, en tout remplacement. cas, ou un Ou un remplacement. remplacement. Ouais. Mais après, niveau gameplay, c'est différent parce que gameplay, il y a des choses qui rentrent en jeu dans le jeu, c'est qu'il y a des momentum, ils appellent ça, ou par exemple une fin de carton, ou une situation, une position, ou même une play qui n'a pas fonctionné, et ça, ça en revient au jeu et au gameplay, peut changer la donne. Ça, c'est différent, mais ça, c'est plus niveau gameplay, pas mental. Et dans ce que tu disais sur ces équipes qui parfois gagnent un peu à l'avance parce qu'elles sont impressionnantes, je pense que l'exemple des Turcs est un super exemple. En fait, les Turcs, hein, pour que les gens comprennent, l'équipe de Turquie, en fait, c'était la même équipe que Fenerbahçe. Fenerbahçe a à peu près tout gagné, mais alors tout gagné, c'était une razzia, comme je pense qu'on en a. À LDLC, on a eu une très très belle avec toi, mais je pense que la razzia de Fenerbahçe sur Touquet 21, je suis pas sûr qu'on l'ait revue depuis. Et il y a eu des Touquets où, pour le coup, ils étaient moins forts que d'autres équipes. Je pense qu'il y a certains Touquets où ils étaient moins forts que l'équipe de France, par exemple, les Turcs. Mais ils gagnaient quand même parce qu'il y avait une barrière. Notamment techniquement, ils étaient moins forts. Alors après, l'alchimie, c'était très très fort. Mais techniquement, ils étaient moins forts. Mais il y avait une barrière psychologique, quoi, d'arriver à les faire tomber, quoi. Ah bah c'est totalement vrai, hein. C'est pour ça que moi, quand je parle de cohésion d'équipe, etc., j'ai toujours cette équipe en tête. Et c'est aussi pour ça que le critère de sélection de la France était super complexe, parce que pour battre une équipe comme ça, c'est vraiment le mental qui va rentrer en jeu, c'est pas vraiment le gameplay. Parce que tu peux avoir du skill, etc., mais une équipe comme les Turcs, tu ne les battras pas avec le skill, tu vas vraiment les battre avec le mental. Et si dans ta tête, tu commences à avoir des gens qui pensent que les Turcs vont être meilleurs qu'eux avant même de commencer le match, tu ne pourras pas gagner. Donc c'est pour ça que nous, on a vraiment eu une équipe, en tout cas l'année dernière, une équipe qui essayait de contrer ça, en tout cas, mentalement, pardon, et on a pu gagner. Donc maintenant, on part avec un avantage psychologique énorme. Donc peut-être que nous, on va être l'équipe qui aura cette aura-là à l'international, parce que niveau européen, pour les équipes clubs, ça, on l'a déjà, mais vraiment international avec l'équipe de France. Donc on espère avoir ça pour, pourquoi pas, parce que j'ai oublié de le préciser, mais on a encore une FIBA cette année, et on espère cette fois-ci ramener la médaille d'or. Parce que souvent, quand on parle de l'aspect mental, on dit, oui, en fait, les gens mettent derrière mental des choses qu'ils sont pas vraiment capables d'expliquer parce qu'en fait, ils sont pas suffisamment capables de comprendre ce qui se passe sur le terrain. On pourrait par exemple dire qu'en fait, les Turcs, on dit mental, mais c'est juste qu'ils sont plus forts tactiquement ou ils ont plus d'alchimie et c'est ça. Mais je pense que sur Touquet, moi j'ai été joueur, hein, j'ai été joueur Touquet auparavant. Moi, la sensation que j'avais, c'est qu'en fait, tu savais ce qu'il fallait faire pour les battre. Mais la pression mentale qui te mettait du fait que ça soit eux faisait que t'exécutais moins bien que ce que t'exécutes dans un autre match. Et c'était vraiment, là pour le coup, ce que tu décris. C'est-à-dire, c'est leur aura qui fait que t'exécutes moins bien. Tu surjoues. On revient à un truc qu'on a dit avant, concentration, relâchement, tu te retrouves à surjouer. Parce que tu joues contre eux. Et donc, c'est là où c'est vraiment mental pour le coup. Bah, c'est ça, c'est surtout que tu as cette pression mentale de l'équipe adverse, mais aussi de ton équipe. Parce que ça aussi, il faut le préciser, et moi je le connais assez bien, parce que je suis quand même cette personne-là qui parfois met un peu de pression à mes coéquipiers, mais la Un pression qu'on peu, met un tout petit peu. Un tout petit peu. ouais, c'est un tout petit peu. Mais cette pression-là qui rentre en jeu aussi, c'est celle des coéquipiers, elle est quand même aussi très importante, parce que la vocale, notamment quand on joue en ligne, en tout cas pas en LAN, mais la vocale en ligne,
tu as seulement celle de ton équipe. Donc si tu as la pression déjà de l'équipe adverse et du résultat, tu as celle de ton équipe qui pousse en plus de tes coéquipiers qui te disent: «Il faut faire ci, il faut faire ça, il fallait pas faire ci, il faut fallait pas faire ça». L'aspect mental là est beaucoup plus compliqué et surtout que, contrairement à, je sais pas, la NBA où tu es, ouvert, il y a un peu le bruit du public, le bruit et cetera, les oreilles, enfin, tu as beaucoup d'ouverture, je trouve. Alors que là, sur le monde, e-sport et notamment Touquet, tu es sur ton casque, tu as le son du gameplay et parfois certaines personnes ne le mettent même pas et tu as les voix de tes coéquipiers. Donc si tu as la pression des coéquipiers plus la pression adverse, là, ça devient compliqué. Ouais, c'est un espèce de sprint dans une nasse où c'est compliqué de trouver des échappatoires, quoi. Pour le coup. Est-ce que vous voyez tous les deux d'autres points là sur l'aspect un peu gameplay? Moi, je pense qu'on pourrait passer à l'aspect un peu vraiment là, plus toi, comment tu gères les moments, l'aspect joueur e-sport. Mais est-ce que Quentin, toi, tu vois d'autres questions sur l'aspect jeu pour le coup? Je sais pas si c'est vraiment lié au jeu, enfin, au gameplay en lui-même, mais alors c'est un peu différent, c'est pas exactement le même. Enfin, je vais peut-être divaguer un petit peu, mais c'est par rapport, tu sais, à ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que au début, il faut quand même créer ton joueur et il y a ce fameux build, on appelle ça les builds sur Touquet, Ouais. où tu crées ton joueur et en fait tu mets des notes maximum à ton joueur et puis comment dire, tes notes définissent les animations que tu peux débloquer, les badges que tu peux débloquer, tout ça. À quel point c'est compliqué au début d'avoir un build correct, enfin un bon build, et à quel point c'est compliqué aussi de devoir le monter, parce qu'au début tu démarres, t'es à 60 de général et tu dois dépenser un maximum de VC, la monnaie virtuelle de NBA 2K, et à quel point ça peut être compliqué en fait, d'avoir le bon build pour pouvoir jouer rapidement à niveau compétitif. Alors, pour les randoms et les nouveaux joueurs, c'est super compliqué, on va pas se mentir. J'ai beaucoup d'amis, que j'ai essayé de mettre sur Touquet et cetera, avec la création de joueurs les VC. La VC, c'est la monnaie, virtuelle de NBA 2K et monter le joueur et cetera. Le monter de 60 qui est le plus bas à 99, c'est assez compliqué. Ouais. Par contre, pour les joueurs compétitifs, comme moi, aucune complication, on peut finir même avec, une dizaine de joueurs à la fin de l'année, c'est pas un souci. Et j'ai même l'exemple maintenant, le jeu vient de sortir, le NBA 2K25. Je suis en train de monter mon joueur. On est le troisième jour auquel, je joue et je suis déjà, 95 de général. Donc nous, c'est pas un souci et ça a jamais été un souci, au niveau de la compétition, enfin, on va dire la création de bulles. Par contre, le souci qui a été plusieurs fois le cas, sur Touquet, c'est la différence des bulles et surtout pour voir si les bulles sont pas, enfin s'ils sont homogènes ou s'il y a un bulle qui est un peu plus cheaté, qu'un autre et Ouais. cetera et ça peut rendre la compétition un peu plus compliquée parce que ça dépend pas de nous, mais ça dépend de l'éditeur qui est Touquet, de faire en sorte que le jeu reste un jeu, équilibré. Équilibré. Ouais, ça c'est le problème dans beaucoup de jeux aussi, de l'équilibrage. Et ce que j'ai pas dit aussi, Ouais, c'est que ça peut être aussi compliqué dans le sens de monter un build, c'est aussi que ça coûte très cher en VC, pendant et que parfois refaire un joueur, bah, en fait t'es obligé de remettre, je sais pas, De remettre 100 balles, ouais. 50-100 balles pour pouvoir le monter tout de suite à un niveau, disons, correct, à je sais pas, 85-90, et pouvoir jouer. Tu vois, ça peut être aussi un aspect qui est compliqué chez certains joueurs parce que tout le monde n'a pas non plus les mêmes moyens. Et comme tu dis, vous n'êtes pas forcément payé beaucoup, enfin, du moins en Europe, parce que vous n'êtes pas considéré joueur pro, mais joueur compétitif. Du coup, ça peut être aussi un frein. Peut-être pas mmh. pour vous qui connaissez assez bien du coup les builds et tout ça maintenant, mais ça peut être un frein peut-être pour certaines personnes. Alors, oui, c'est sûr que c'est un frein, hein, c'est énormément d'argent, je vais pas le cacher. Touquet surtout, ils sont assez réputés pour ça, hein. Ouais, C'est le c'est de business plus en plus avant, cher. le reste. Ouais, surtout que cette année, ils ont encore fait, quelque chose d'encore plus, chercheur d'argent. Les gars sont toujours, à la recherche de trucs pour, augmenter le budget. Bon, ça, c'est autre chose, mais pour ce qui est de l'aspect compétitif, en tout cas, c'est pas un souci, je pense. Enfin, c'est un souci, oui, l'argent est un souci, mais enfin, tu peux trouver quand même des structures qui te payent les builds et cetera. Ouais, Pas tous, hein. Moi, j'ai mis énormément d'argent sur le jeu, mais avec le ratio, argent dépensé, argent gagné, le mien est correct. Pour d'autres, non, qui va poser, souci.
Parce que, Un peu plus que correct quand même avec la Touquet League Yacine. C'est un peu, oui, c'est un peu léger de dire correct Si, si pour le tu, coup. si oui, tu mets correct, ça à il part. est... Parce que la 2K League, il me semble que c'est différent. Vous avez des builds qui sont préconçus, qui sont fournis, c'est ça? Bah, en fait, moi qui suis un gros créateur de build, la Toki League m'a économisé beaucoup d'argent puisque pour 6 mois, en fait, j'ai pas eu besoin de créer de joueurs parce que les joueurs sont déjà donnés et fait en sorte qu'ils soient équilibrés pour tout le monde, en fait. Ouais. Donc là, sur la Toki League, il y a pas ce problème-là. Sur le jeu, hors Toki League, par contre, oui, tu dois le payer de toi-même et tu le crées à ta sauce, hein, comme tu Ouais. veux. Donc c'est sûr Il que y a un peu certaines un fois côté labo. Il y a un peu un côté labo quand même, notamment les 3-4 premiers mois. ouais, D'essayer des choses qu'ont les joueurs pros, pour rebondir sur la question que pose Quentin. Les joueurs pros essayent des choses pour le coup. Et donc à chaque fois, ils le montrent, leurs joueurs. Ils essayent, ça marche pas, ils les enlèvent. Et là, pour le coup, Puis il effectivement, on suffit peut que avoir des Touquet dépenses fasse d'argent une. importantes. Puis il suffit que Touquet fasse une mise à jour pour qu'il change, je sais pas, une animation sur un truc et en fait tu es obligé de refaire un build à zéro. Ce genre de exactement. choses aussi, ouais. Exactement. C'est pour ça que l'aspect compétitif, il démarre pas tout de suite. Parce que là, par exemple, pour le début de jeu, il va pas démarrer tout de suite. Mais vraiment, la compétition va être là au bout de 3 mois, où là, ça va être le niveau le plus élevé parce qu'on va dire que tout le monde aura trouvé le meilleur build pour chaque Ouais. poste et la méta du jeu. Tu vois. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, il faut attendre souvent novembre, décembre avant d'avoir vraiment des builds méta. Et avant ça, il y a de la compétition avec des builds moins méta. Et là, pour le Exactement. coup, la qualité des builds peut faire la différence. Et ben, je propose qu'on passe à l'aspect un peu plus toi là pour le coup. Comment tu vis le fait d'être un joueur e-sport, comment tu te prépares, comment tu abordes tout ça. Peut-être qu'on peut commencer par une question assez simple. T'en as parlé un petit peu tactiquement, mais comment mentalement tu te prépares avant un match? Alors, il y a le cas des matchs que tu as vécu en Europe, il y a le cas aussi de la 2K League, on peut peut-être essayer de faire un peu la différence. Comment tu abordes tout ça, toi? Alors, j'ai une expérience assez spéciale parce que moi qui ai joué 3 4 ans auparavant en Europe et qui ai joué 6 mois aux États-Unis, j'ai vraiment eu 2 trucs différents. Alors, je m'explique. J'ai l'impression que j'ai été plus, dédié à la compétition en Europe qu'aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, j'étais professionnel. Alors pourquoi? Je pense que ça va avec, plusieurs critères. Alors, en Europe déjà, je suis assez, considéré, on va dire, comme un des top joueurs, d'Europe et j'ai cette position de capitaine dans certaines équipes qui font que je dois me mettre un peu plus, en avant et surtout mettre mon équipe, dans des situations où on doit gagner le plus de matchs. Surtout que moi, je suis un très gros compétiteur, donc moi, quand je fais des équipes et cetera, je veux surtout, tout le temps gagner. Donc l'aspect mental, moi, je pars toujours, dans l'optique que le nouveau jeu va sortir, je veux gagner le plus de tournois possible, en fait. C'est surtout, comme ça. C'est pas le cas pour tout le monde qui, eux, essayent plutôt de chill, d'avoir, une année assez tranquille et cetera. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est au niveau compétitif, on veut vraiment tout gagner. Heu, Moi, comment je me prépare avant les matchs et mentalement, j'essaie surtout de me mettre, je regarde beaucoup l'équipe que je dois affronter, en fait, avant le soir même. C'est-à-dire que si j'ai un match, mardi soir, mardi après-midi, je vais passer genre 2 3 heures, à regarder, comment l'équipe a joué avant contre les d'autres équipes et cetera, pour essayer de me préparer, au niveau du gameplay et mentalement et me dire: «Ah, il va faire ci, ci, ci» et cetera. En Two K c'était totalement différent. C'est que tellement je jouais, parce qu'en tout cas, j'ai oublié de préciser une chose, c'était les horaires. De midi à 18h, on avait de l'entraînement non-stop. C'est-à-dire que même pas à la pause déjeuner, c'est tu manges devant ton écran et tu jouais, en fait. Et de midi à 18, tu joues que contre des gens compétitifs. Donc déjà, il y a une grosse différence en Europe, c'est qu'en Europe, moi, je travaille, j'ai mon job et à 18h, à 18h30, je rentre, je vais jouer à Touquier et il y a pas d'aspect compétitif tout de suite. C'est-à-dire qu'à 18h30, je vais jouer, rigoler avec mes amis et cetera. On va jouer assez tranquillement au jeu et ensuite là, par contre, 21h, il va y avoir, parce que c'est souvent ça l'horaire, de match principal, 21h, je vais jouer mon match compétitif et c'est là où l'aspect, où je dois tryhard, rentre, en compte, en fait. Par contre, Toukidi, c'était totalement différent. C'était de midi à 18h, tu devais jouer très sérieux, tryhard de midi à 18h et ensuite, à 20h, 21h, tu avais ton match, officiel. Encore plus de tryhard et encore plus de pression parce que là, tu étais, filmé et tu avais pas le droit à l'erreur, en fait. Et moi, par contre, pour la préparation, c'était différent. C'était que certes, il y avait les entraînements avant, sauf que quand il y avait un match officiel, tu ne jouais pas de midi à 18h, tu jouais de 15 à 17h et ensuite, de 17 à 18 ou 17 à 19, tu avais, comment on appelle ça?
les vidéos, la vidéo en fait, on faisait de la vidéo sur l'équipe. Ah, Par vous contre moi faisiez 2 heures j'avais de vidéo sur l'équipe avant de la jouer? À peu près, enfin 1 heure quoi, un gros temps 1 de vidéo heure, 1 quoi? heure et demie, voilà, un temps de vidéo et un temps OK. d'entraînement qui était genre, 1 heure. 1 heure d'entraînement et 1 heure et demie de vidéo. Donc beaucoup moins que les sessions, d'entraînement où on n'avait pas de match officiel. Mais, après ça par contre, moi je faisais une pause. Parce qu'en fait il y avait un too much et je sais pas, je mettais moins d'importance à ma saison, professionnelle sur la ligue qu'en Europe. Je pense par le fait que j'avais pas, cet aspect, c'est mon équipe, c'est moi qui dois l'emmener, c'est j'ai des choses à prouver et cetera et cetera. En Tuki League, j'avais énormément de choses à prouver, mais mon équipe, c'était pas mon équipe, c'était l'équipe que j'ai intégrée. Je n'ai pas formé l'équipe, donc j'avais pas cet aspect, T'avais pas la je dois tout faire pour responsabilité en fait. réussir. J'avais pas de responsabilité. Mais j'avais, la responsabilité, on va dire, de représenter la France, puisque j'étais le seul Français arrivé en Tuki League. Donc au niveau individuel, c'est sûr que j'ai mieux performé qu'avec le collectif et c'était ça le souci, c'était que collectivement, on n'était pas assez bons pour faire en sorte qu'on fait des bons résultats, en fait. À la différence de l'Europe où là, individuellement et collectivement, j'étais à fond tout le temps, en fait, parce qu'on était vraiment, bons. Et Ouais, du, donc il y a un truc un pardon. Ouais, Quentin, vas-y, vas-y. non, du coup, je voulais demander dans les entraînements que tu faisais en Touquet League, tu jouais contre les. C'était des entraînements contre les autres équipes aussi que tu faisais? Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. En fait, Ouais. le Parce que du coach, coup, ouais, oui, vas-y. tu faisais contre les autres équipes, alors qu'en Europe, en fait, tu jouais surtout peut-être en parc ou en Pro AM, ce qui est. Du coup, tu avais une compétition aussi peut-être un peu inférieure pour les entraînements. Alors, non, on avait quand même, en Europe, on avait quand même les entraînements, contre les top équipes d'Europe, pareil, Ouais, hein, qu'en Tuki League. La seule différence, c'était que en fait, les entraînements, ils étaient vraiment considérés comme des entraînements pour tester le shoot et cetera, se mettre un peu dans l'entraînement, quoi. C'était pas ouais, aussi, attendu qu'en Tuki League, en fait. En Tuki League, tu as beaucoup de choses qui passent derrière parce que déjà, tu t'entraînes contre des équipes que tu risques d'affronter. Donc le fait de les affronter, tu leur donnes un peu, ce que tu fais, tes techniques et ouais, cetera, donc ils savent un peu à force de jouer contre toi. Mais surtout, l'aspect qui est derrière avec les coachs et les joueurs qui sont à côté de toi, vu que tu dois prouver en fait. Il y a un gros truc en Turquie où tu dois te prouver parce que, en Europe, tu n'as pas ça. En Europe, tu as déjà prouvé et tu es ton ouais. équipe, et j'avais déjà ce statut et c'était ça la grosse différence qui mettait une pression énorme, en Turquie. Et tu l'as vécu comment toi, ce truc-là? Pas assez bien. J'ai trouvé ça assez malsain. Parce que je trouve qu'en Tuki League, il y avait pas mal d'ego et c'est assez dur de t'intégrer dans une équipe quand on va dire que tout le monde a des visions différentes de Touquet. Moi, j'avais ma vision, certains ont leur vision et quand tu as un coach au milieu de tout ça, qui essaye de mettre d'accord un peu tous les joueurs, c'est là le plus compliqué, c'est que du coup, tu ne peux pas forcément avoir raison, mais là, ta vision ne va pas forcément être acceptée. Du coup, le gameplay change totalement et tu pas forcément heureux de jouer, comme ça et avec cette équipe finalement. Quand tu es, globalement dans une saison normale, c'est quoi ton rythme d'entraînement? Tu joues combien d'heures par jour? C'est une question que je pense que tout le monde se pose. Un joueur e-sport, ça joue combien d'heures? Alors sur une saison normale, moi, environ, sur une semaine, comme j'ai dit, je travaille, on va dire un 8 heures. Je vais jouer, de 19 heures à minuit. Je vais jouer non-stop, hein. Ça dépend des jours. Mais après c'est avec l'envie, c'est pas forcément un truc qui est obligatoire. Ça je le répète, c'est moi qui ai envie de jouer, à ces horaires-là. Pardon et du coup, sur une semaine, bah, ça fait, 4 fois 5. Surtout sur le week-end, tu joues beaucoup moins par contre, même malgré que, il y a l'aspect compétitif. Samedi, je joue beaucoup moins, donc ça va être quand même, sur une semaine, un bon 20 heures, hein. 20 heures par Auquel il semaine f quand même. auquel moi je trouve il y a un peu, un travail aussi, discret dont on se rend pas compte, auquel il faut ajouter pour les top joueurs, le temps de vidéo. Qui en fait, peut parfois pas être autant, parce que là, 5 heures par jour, ça fait beaucoup, mais tu vas avoir des joueurs qui, vont jouer, 2-3 heures par jour, mais par contre parce qu'ils peuvent pas jouer plus, mais par contre ils ajoutent bien 2 bonnes heures de vidéo par jour, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'ai pas rajouté la vidéo, c'est sûr, mais moi, il m'arrive, par exemple, sur un jour, des compétitions, sur un petit temps de travail, je vais regarder un petit match,
un petit match NBA 2K pour me préparer parce que j'ai pas assez de temps, pour rentrer, et cetera, ou juste parce que tout simplement l'envie me presse, en fait. Je pense que c'était ça surtout la grosse différence que j'avais pas en 2K League, c'est que j'avais une envie de performer tellement haute, en Europe et ce que j'avais pas aux États-Unis parce que pas parce que, j'avais pas envie de j'avais pas cette envie de performer, mais c'est surtout peut-être que j'avais pas envie d'être là, en fait, finalement. Ouais, c'était peut-être C'est-à-dire? l'environnement qui te convenait pas, Oui, qui t'allait je pas. pense qu'il y avait plein de choses qui rentrent en compte, mais par exemple, quand je suis arrivé à Washington, il y a énormément de différences avec la France, hein, on va pas se mentir, les États-Unis, c'est énorme, la différence et j'étais déjà allé aux États-Unis, bien sûr, mais j'avais pas vécu là-bas, pendant 6 mois. Heu, L'environnement est différent, tu personne derrière toi, tu personne avec toi, tu pas tes amis, tu le décalage horaire. Il y a un truc que les États-Unis, ont, enfin les joueurs des États-Unis ont, que moi j'ai pas, c'est que par exemple, eux, c'est une ligue fermée certes, mais c'est des joueurs qui se connaissent tous. Moi, c'était des joueurs que je ne connaissais pas, alors qu'en Europe, je connais à peu près tout le monde et ça m'arrive d'aller dans des parties vocales, parler avec des gens et cetera, c'est un gros aspect quand même social, qui rentre en compte, en Europe, qui te permet de connaître un peu les gens et de jouer avec eux, de connaître avec contre qui tu joues et cetera. Aux États-Unis, c'était différent pour moi parce que c'était des gens que je ne connaissais pas, seulement de nom et sur Twitter, par exemple et donc du coup, les parties vocales, les intégrer et cetera, c'était beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe qu'en Europe parce que j'avais pas ce statut-là qui me permettait de m'intégrer aussi facilement, en fait et c'est surtout que c'est très fermé aux États-Unis. Ils sont très dans un aspect très compétitif, mais compétitif très malsain, en fait. C'est souvent, la réussite, personnelle avant, l'équipe, le collectif et le reste et ça, je l'ai beaucoup vécu, surtout au niveau de mon équipe parce qu'on avait une équipe, assez pas basée sur l'entente parce que c'était des joueurs un peu éparpillés partout. On était 5 joueurs, mais qui n'avaient jamais joué ensemble. Donc il y avait aucun, collectif et surtout, c'était une équipe avec des caractères, très, très différents et je pense que ça a beaucoup joué pour moi. C'est que moi, je suis quelqu'un d'assez, sociable. On arrive de faire des choses, sortir et cetera et moi, quand je faisais les entraînements sur la semaine, de midi à 18h, quand je rentrais, j'avais pas envie de jouer. C'était mon temps, perso où je voulais aller, je sais pas, sortir, faire du sport, aller jouer au foot, ou, voilà, se balader ou s'amuser, quoi. Eux, j'avais certains coéquipiers où, de midi à 18h ils jouaient. Ensuite, de 18h à 4h du matin, ils étaient encore en train de jouer. Enfin, pas au jeu, hein, pas forcément sur le jeu Touquet, mais à d'autres jeux. Donc du coup, l'aspect social, il était pas trop là et l'entente, bah, du coup, elle était pas présente non plus, en fait. Comment tu gères toi globalement, tu as beaucoup parlé de l'aspect mental, donc là tu parles de ton expérience en 2K League. Tu as dit: «Le jeu, il peut t'atteindre pas mal». Moi je trouve que 2K c'est un jeu quand tu fais du niveau compétitif qui rend fou un peu, hein. Ça peut rendre un peu fou, c'est-à-dire, on devient vraiment matrixé par le jeu parce que, c'est une mécanique de précision, donc on veut tout connaître dans le moindre détail parce qu'on met beaucoup de soi aussi dans les moments de compétition. Comment toi tu gères ce truc-là? Comment tu gères les moments difficiles aussi mentalement? Comment tu les surmontes? Alors, moi, je vais pas mentir, hein, ça vient avec l'expérience. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'un critère de sélection va être une personne qui a atteint certaines phases finales, et cetera, parce qu'il a pas connu ça, il peut pas savoir, et cetera. Et ça, c'est vraiment un truc qui est véridique parce que parce que je l'ai vécu moi-même. Quand j'ai commencé à jouer, j'avais une pression énorme, sur les matchs à enjeu et je sentais que mon niveau de jeu, il était moins bon que quand je jouais, des matchs, un peu plus tranquilles ou des entraînements et avec le temps, j'ai beaucoup progressé sur ça et ça c'est venu avec le temps et avec l'expérience à force d'avoir joué des phases finales et cetera et moi, j'ai toujours une pression énorme sur les matchs. Ça m'arrive même, que de perdre mon tempérament dans le match ou genre après le match, une défaite, je vais vraiment être pas bien et c'est pour ça que je dis que l'aspect mental, de Touquet, il met un énorme coup sur ton mental parce que en fait, c'est un jeu qui t'atteint tellement, si tu le prends au sérieux, que ça en devient malsain pour, ta vie personnelle. Moi, je sais, j'ai l'exemple tout simplement avec moi, hein, quand je suis au travail et cetera, ça m'arrive de penser à Touquet ou de me rappeler, d'un match, qui m'a énervé, que j'ai perdu et cetera. On joue pour, de l'argent et cetera, c'est sûr, mais moi je joue au-delà de l'argent, c'est quand même,
un truc compétitif qui me plaît et j'ai envie de gagner malgré, Ah, c'est la argent ou pas argent, compétition qui te c'est pas un motive. souci. Voilà, c'est la compétition. Donc juste le fait d'avoir perdu, je sais pas, je vais avoir du mal à dormir, je vais aller sur Twitter, ça trash talk, je vais me rendre compte que vas-y, on aurait pu faire mieux, je vais être dégoûté, on va trouver, où est l'erreur et cetera et ça met énormément de temps et quand je dis énormément de temps, ça peut t'éviter à je sais pas, à faire ton sport, par exemple. Moi, je fais de la lutte et l'année dernière, je m'étais inscrit à la lutte. Je me suis dit: «Bon, cette année, je vais jouer à Touquet, mais tranquille. Je vais essayer de me baser sur un rythme assez correct pour, pouvoir jouer et aller au sport et être tranquille, avoir un bon rythme de sommeil et cetera». Ce que j'ai pas pu faire. J'ai commencé, Touquier et j'avais des entraînements le mardi et le jeudi, à la lutte. J'ai dû faire, une dizaine d'entraînements maximum parce que le jeu prenait tellement de temps. Il y a eu la FIBA qui est arrivée, on avait des entraînements programmés avec la France le soir, je devais jouer. Ensuite, il y a eu le voyage en Suède qui m'a fait partir pendant 2 3 jours. Tu es allé en Suède, tu reviens, tu as la hype. Ensuite, tout le monde te dit, la Touquet League et cetera. Donc moi, je me mets dans un rythme, pour prouver encore plus parce que je veux intégrer cette ligue et cetera. Donc encore moins de temps pour soi et tu arrives en janvier, je pars pour 6 mois, il y a pas eu de sport, de lutte pour toute l'année, hein. Mais dans ce que tu décris sur la gestion du coup, des moments difficiles, tu as l'air de dire que tu le subis, plus qu'autre chose. Est-ce que toi, tu as trouvé des choses pour, justement mieux gérer ces périodes-là? Est-ce que finalement tu te rends compte que, ben, c'est vraiment un truc compliqué à gérer et tu arrives pas vraiment, à le gérer? Hem, Comment Bah, tu rebondis, tu vois, après tout ça, quoi? en fait, j'ai toujours du mal à gérer ça, c'est sûr, hein. La défaite, c'est un truc, mais en fait, je pense que ça, c'est un truc qui ne va pas changer parce que c'est plutôt, dans ma tête et ça restera un truc qui sera là, malgré le jeu ou malgré, le sport, hein. C'est un truc compétitif qui fait que la défaite va m'atteindre, mais après, je vais me dire: «C'est pas si grave» et ça vient avec le temps et ça, toujours, ça sera la même chose. Chaque année, il par exemple, on a eu une défaite en finale, l'année dernière. Certes, je vais m'en rappeler maintenant, mais maintenant je m'en fous. Alors que sur le moment, c'était quelque chose, énorme dans ma tête. Genre, je pouvais pas perdre ce match et cetera et pourtant, 1 semaine après, la vie continue. Donc ça, vraiment, il faut juste se dire que c'est pas très grave, c'est pas important et cetera. C'est juste le moment qui va faire que tu mets une pression énorme et tu vas te dire que tu as échoué, en fait. C'est ça qui va poser problème surtout. Maintenant, je suis venu dans une nouvelle optique après les 6 mois de Touquet League. Je pars sur un nouveau rythme où je me dis que déjà de toute façon, il y a plus de ligue professionnelle, donc je vais jouer au jeu et je vais essayer de faire de mon mieux comme d'hab, j'essaie de toute façon je vais essayer de gagner, ça c'est, mon but principal tout le temps, mais je vais surtout me mettre dans une optique que, voilà, on va progresser avec ma nouvelle équipe parce que j'ai formé une nouvelle équipe et on va essayer de gagner, le maximum qu'on peut, mais si on perd, c'est pas grave, on va essayer de partir sur une optique comme ça et dans tous les cas, les années précédentes, j'ai déjà assez gagné, on va dire, ce que je voulais. Donc pour moi, il y a qu'un truc qui m'importe, ça va être la médaille d'or, avec la France, mais sinon le reste, ça va être moins important. Certes, je dis ça maintenant, mais sur le moment, quand je vais avoir une défaite, ça va être compliqué, je vais le prendre mal, mais ça reste quand même l'aspect Je compétitif je vous le dis je vous le et ça dis, que j'adore ça. je le connais suffisamment pour savoir qu'il se ment à lui-même, là. Non, mais c'est quand même Ça quelque chose que je travaille, constamment, hein, ça Après, ça reste, t'apprends à gérer les défaites avec l'expérience et enfin, tu les gères de mieux en mieux, entre C'est ça, guillemets. tu gères de mieux en mieux et surtout, tu gères de mieux en mieux comment tu joues, à ce moment-là et moi, mais franchement, moi, quand je dis que ça atteint mentalement, c'est la vérité parce que moi, personnellement, dans le jeu, je suis une autre personne dans la vie réelle. Ah, je suis vraiment, deux personnes différentes. Dans la vie sociale et dans le travail, on va me voir, par exemple sur un stream, Touquet, ils vont se dire, «Je suis pas la même personne», tu vois? Parce que l'aspect compétition et l'aspect Touquet et cetera, qui rentre en jeu, pour moi, il prend beaucoup d'espace et c'est ça qui est dommage et j'ai voulu arrêter beaucoup de fois, hein. C'est quelque chose, que j'ai voulu arrêter parce que pour ma vie personnelle, je me sentais beaucoup mieux sans, en fait, tout simplement. est-ce que tu trouves que est-ce que tu trouves que la compétition, c'est une forme de drogue un peu? Bah, c'est une Moi, je sais drogue. que j'ai ouais. C'est une Moi, drogue parce qu'en j'ai fait, pu avoir cette impression, tu vois, en fait, tu es lucide que globalement, on va dire, à 80 du temps, c'est des matchs que tu dois gagner, tu les gagnes, ça te fait pas grand-chose. Tu as 20 du temps, c'est des matchs où il y a un vrai enjeu. Sur ces 20 du temps, tu en as gagné plus que moi. Donc, on va dire, toi, 15 du temps, tu gagnais, 5 du temps, tu les perdais ces matchs-là. Moi, c'était peut-être l'inverse. Et en fait, tu as vraiment, donc dans ton cas, tu as 15 du temps où tu es content. Moi, c'était 5-10 du temps où j'étais content. Et tout le reste,
c'est des trucs où en fait, tu juste matrixé par le truc et en fait, moi je trouvais que c'est la compétition, ça te gangrène, c'est terrible parce que ça fait vivre des émotions très, très fortes, donc c'est Mmh. hyper addictif, mais et c'est génial pour ça, mais tu des moments où tu te dis: «Est-ce que c'est pas juste toxique, quoi?» Bah, en fait, c'est clairement comme une drogue parce que alors déjà moi, je vais dire que je suis addict au jeu, mais surtout je suis addict à la victoire. Donc ça veut dire que Mmh. si moi je gagne énorme sans faire, le mec ou quoi que ce soit, hein, je gagne énormément sur Touquet. C'est-à-dire que le peu de fois où je vais perdre, je vais mal le prendre parce que j'ai perdu. Mais les gens vont être: «Waouh, il a perdu une fois et il pète un câble». Mais, c'est juste, l'aspect compétitif que j'ai moi, dans ma tête et je veux juste tout gagner, tu vois? Mais le fait de dire que c'est une drogue, c'est vraiment réel parce que j'ai déjà essayé d'arrêter plusieurs fois et pour vraiment arrêter, Touquier, bah, c'est comme, la clope, hein, il faut vraiment tout enlever. Il faut supprimer Twitter, il faut supprimer le jeu, il faut faire une purge carrément de tout l'aspect électronique que tu as, sur te qui peut te ramener à Touquier, pour vraiment, t'enlever de ça et je l'ai déjà fait une fois. Je me rappelle que je crois que c'était, sur, le 2023, l'année 2023, je m'étais dit: «Ça y est, là ça m'a saoulé, ça me prend trop de temps, ça me tue mentalement et cetera, ça fait mal à la tête, ça prend trop de moi et carrément je me reconnais pas et cetera». Donc je m'étais dit: «Vas-y, j'arrête». J'ai arrêté, j'ai supprimé Twitter et tout et cetera. J'ai essayé d'enlever le plus de contacts que je connaissais de Twitter pour de Touquet pour m'écarter de ça et cetera et boum, c'est revenu en septembre, on me contacte, on me dit: «Ouais, j'ai une nouvelle structure avec une équipe à te proposer, nanana, nanana» et moi j'ai dit: «Non, non, j'arrête». J'avais même refusé l'équipe de France et tout et au dernier moment, on me remet en fait cette petite flamme, de compétition, en septembre et je suis retombé dedans et je me suis relancé et petite anecdote, c'est cette année-là où je me suis relancé, bah, c'est l'année où je suis allé en Turquie. Donc finalement, Ce qui est bah, ça intéressant ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est l'addiction, c'est pas au jeu. On a souvent ce débat-là, est-ce qu'en fait, les jeux vidéo créent une forme d'addiction? Moi, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis. L'addiction, elle est pas au jeu, elle est à la compétition. Le jeu en soi, tu vois, il s'arrête sans ouais, trop de soucis. Enfin, ne plus jouer le soir, franchement, au contraire, c'est même plutôt une libération. Tu fais d'autres choses de ta vie, c'est très, très bien. bien sûr, C'est la compétition qui est une addiction. C'est ça, bien hein, que tu sûr. décris. C'est pour ça qu'il y a peut-être des joueurs Touki qui vont pas se reconnaître en moi parce qu'ils ne sont peut-être pas dans l'aspect compétitif, mais pour des personnes comme moi qui sont dans la compétition, je pense qu'ils vont plus se reconnaître parce que, comme tu dis, c'est pas le jeu. Le jeu, je peux m'en séparer, c'est pas un souci. J'ai déjà arrêté de jouer plusieurs mois, c'est pas le problème de jouer. Même pendant l'été, presque personne ne joue. En tout cas, moi, je ne joue pas. Et par contre, la compétition, ça, c'est quelque chose que tu ne retrouves pas partout. Et si tu le retrouves dans Touquet, en tout cas, pour ma part. Et c'est ça qui me manque énormément, en fait. Cette ce sentiment de vouloir tout gagner, de vouloir prouver et cetera, moi, je le ressens énormément et c'est pour ça que je veux toujours, essayer de tout gagner et surtout ne rien laisser aux autres. En fait, c'est moi, j'ai un aspect assez égoïste, mais c'est surtout ça. Je vais être dans un truc dans ma tête, où, «Ah, je vais pas faire cette compétition» parce qu'aussi, j'ai oublié de préciser un truc, c'est dans le Touquet, tu t'inscris aux compétitions auxquelles tu veux jouer. Nous, on s'inscrit majoritairement à toutes les compétitions parce qu'on veut tout gagner et surtout on veut rien laisser aux autres. Donc c'est ça aussi qui met un truc, une barre encore plus haute, c'est que tu as tellement de temps de jeu que ça en devient, addictif, tout simplement. Qu'est-ce que tu as peut-être, pour, globaliser un peu, je pense que quand tu du coup, tu décris un truc où tu as vécu vachement d'émotions fortes, tu dis beaucoup: «Je me suis remis en question, j'ai travaillé sur moi» et cetera et cetera. Qu'est-ce que Touquet t'a appris sur toi, globalement? Qu'est-ce que la compétition, pardon, t'a appris sur toi, globalement? Ah, elle m'a surtout confirmé certaines choses, elle m'a sur je suis parfois un mauvais perdant, j'ai un aspect compétitif un peu trop sur les bords parce que et ça m'arrive pas sur les jeux, hein, ça m'arrive sur tout, hein, ça peut arriver sur un petit truc, un petit défi que tu te mets dans la tête et que tu vas vouloir gagner. Je pense que ça, c'est plus, ce qui décrit mentalement les gens, mais la compétition, elle m'a surtout appris à elle m'a pas appris des choses sur moi-même parce que je pense que je le savais déjà, quand je jouais déjà à des jeux avant, auparavant avec FIFA et cetera. Mais je pense qu'elle m'a surtout aidé, mentalement, à gérer les choses, à un peu plus, me poser, analyser, essayer de me calmer et surtout d'apprendre un peu plus les émotions des gens. Parce que à force de jouer avec des gens, tu commences à comprendre, d'autres personnes qui ne sont pas forcément pareilles que toi et donc tu essaies de t'adapter à eux, au niveau du social et j'ai créé beaucoup de connexions aussi, hein. J'ai connu des gens, j'ai des nouveaux amis et cetera. Franchement, il y a un aspect, sur Touki qui est
c'est addictif, mais il y a un aspect aussi qui aide beaucoup, hein, qui te fait beaucoup de connaissances, qui t'aide, même pour certaines personnes, je suis pas dans ce cas-là, mais des certaines personnes qui sont assez, renfermées chez eux, qui vont jouer à Touquet, qui vont se faire de nouveaux amis, ça va aider pour le social et cetera. Donc ouais, non, franchement, moi, ça m'a pas, j'ai pas découvert des choses sur moi-même, mais ça m'a aidé, mentalement, sur beaucoup d'aspects, ouais. Moi, je trouve que tu vois, dans la vie de tous les jours, dans le travail, on peut quand même vite avoir des moments où ce sont des moments un peu de stress et de pression. Dans le monde du travail, ça peut arriver assez régulièrement. Moi, je sais que personnellement, ça m'a vachement appris là-dessus. C'est-à-dire, j'ai jamais été quelqu'un de très stressé, mais même, tu vois, à commencer à apprécier ces moments où en fait il y a de la pression, il y a du stress et à savoir les appréhender de manière qualitative. Et moi, je trouve que ça m'a vachement appris ça. Et je pense qu'il y a pas mal de gens sur Touquet qui font la compète, en tout cas sur la compète, à qui ça apprend ça, quoi. Et tu retrouves là, pour le coup, je pense, un peu les mêmes phénomènes que dans le sport classique, quoi. C'est-à-dire appréhension des moments, gestion des moments difficiles, etc., etc. À mon sens, à mon sens complètement. Ah oui, non, je suis totalement d'accord avec toi. Quand est-ce que tu as d'autres questions à poser? Est-ce que Yacine, tu penses qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées qui méritent d'être abordées? On a fait plus long que ce qu'on avait, Bah écoute, que non, initialement tu nous avais donné. Mais... moi, j'ai pas de questions, donc Bah, je vais finir peut-être, sur un truc, ouais, je suis, en fait, à chaque fois je parle de Touquet et je peux dire qu'il y a certains aspects négatifs et cetera, et moi je dis tout le temps que pour un joueur compétitif, le plaisir de jouer est bien, mais le plaisir de la compétition c'est ce qui rend le jeu meilleur, tu vois? C'est vraiment l'aspect compétitif, mais en fait, tu prends moins de plaisir, en fait, avec la compétition et c'est ça le problème en tout cas que moi j'ai rencontré, c'est que j'adore les jeux, que ce soit NBA 2K ou les jeux en général, hein. Moi, je suis vraiment un fan de jeux, mais le jeu NBA 2K, j'adore y jouer, mais je prends plus de plaisir parce que j'ai atteint un point où la compétition me tue tellement que finalement, je serais peut-être mieux sans, mais je joue quand même parce que c'est une drogue. Donc, on revient toujours au même cycle à chaque fois t'es et formaté en fait, c'est compétition. c'est ça et c'est le jour où je vais vouloir arrêter et en fait, il va falloir que je trouve ce jour, en fait, parce que arrêter Touquet, c'est vraiment dur. Je Effectivement. comprends. Vous pouvez retrouver Yacine sur Twitter. Yacine, c'est Warnox, c'est ton nom, Voilà, ton c'est pseudo. WARKNOCKS. Ouais, on le mettra de toute façon dans la description pour que vous puissiez le retrouver là-dessus. N'hésitez pas à suivre la compétition Touquet. Je pense qu'on vous fera un deuxième hors-série qui sera un peu plus sur comment est structurée la compétition et sur l'équipe de France. On a un petit invité là qui devrait permettre de pas mal nous aider sur cette question-là. Yacine, on te remercie pour la transparence de tes propos, pour presque ce temps d'introspection sur ce que Touquet génère chez les joueurs compétitifs. C'était super intéressant. Et puis, s'il n'y a rien à ajouter, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus! Salut. Salut!